On convertit ce païen au saint graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, déjà, si vous n'avez pas vu les différentes vidéos sur le saint graphique, allez sur la playlist du graphique. Le graphique, c'est un outil développé notamment par les frérots de Position Revue pour essayer de comprendre comment sont placés les différents groupes sociaux dans la société française et comment ceux-ci peuvent réagir, peuvent avoir des idéologies, peuvent avoir des préférences par rapport à leur position sociale dans les rapports de production. Donc c'est un truc au final assez marxiste, mais assez visuel aussi et qui permet simplement d'essayer d'extraire des tendances et d'essayer d'analyser des statistiques, des sondages et des choses du genre. Il y a Bad Mulch qui a réagi au graphique. Moi, j'ai pas vu la vidéo. Chris a vu la vidéo et notamment à partir de timecode que une abonnée lui a Elle est là. envoyé. Elle est là, elle s'appelle Cosette Way. Elle nous a envoyé des timecodes, donc très bien. Faites ça si vous voulez qu'on réacte à des trucs. Et notamment, faites des timecodes avec des débuts et des fins. Parce que quand vous mettez juste 3 minutes et 11 minutes, on ne sait jamais si c'est de 3 à 9 minutes ou si c'est de 3 à 4 minutes. Donc c'est très bien, ces timecodes ont des débuts et des fins et on va pouvoir réagir. L'idée, ça va être de répondre à Bad Mulch qui n'a pas forcément compris le graphique et qui n'adhère pas au graphique, qui n'adhère pas à la vraie religion, à la sainteté du graphique. Et donc on va pouvoir voir tout ça avec Chris, qui est là ce soir. Chris, comment ça va? Bah, ça va bien, je sais que notre tâche est d'évangéliser la planète comme les 1ers chrétiens, j'ai envie de dire. Donc je suis plein d'entrain, plein de foi et le graphique n'est qu'amour, ne l'oubliez pas, donc embrassez, le culte du graphique. Donc, comme je l'ai dit, on a déjà expliqué plein de fois comment ce graphique marchait. On va pas refaire toute une explication de 40 minutes, machin. Si vous voulez aller voir les différentes vidéos qu'on a fait dessus, allez les voir et comme ça, vous en saurez plus. Mais de toute façon, on va voir Bad Mulch se questionner par rapport à ce graphique et donc on va pouvoir répondre directement à des questions qu'il nous pose ou qu'il pose lui-même au graphique. On va commencer par sa vidéo YouTube. On va alterner entre des séquences sur sa vidéo de YouTube et des séquences sur le graphique lui-même pour pouvoir vous expliquer tout ça. On part sur sa vidéo à 3 minutes 50. Et les gens qui vivent de leur revenu du capital entièrement. Donc tu es au milieu en termes de capital, tu es à mi-chemin Ah! entre le prolétariat et Bah, la déjà, on va pouvoir bourgeoisie. Et utiliser en termes de le genre nouveau hiérarchie, graphique. tu es assez haut. Quoi? Ok. Quelqu'un comprend la logique? Donc là, il est en train de se questionner, je pense, sur les profs. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les Voilà, profs, ils sont à cet endroit-là c'est dans le ça. graphique? Pourquoi est-ce que les profs, là, vous les voyez, ils sont en haut, au milieu dans le graphique? Pourquoi est-ce qu'ils sont ni à droite ni à gauche? C'est-à-dire qu'ils sont ni exploitants ni exploiteurs? Bah, parce qu'ils n'ont pas de propriété privée particulière, les profs, donc ils sont pas en train d'exploiter les gens quand ils donnent des cours. Et puis ils sont pas non plus en train d'être exploités quand ils donnent des cours. C'est d'ailleurs le principe de la fonction publique, hein. Ils peuvent gagner plus d'argent que d'autres gens dans la fonction publique. Il n'empêche qu'ils n'exploitent personne quand ils le font a priori. Par contre, ils sont quand même très dirigeants parce que, à l'intérieur de la fonction publique, bah, il y a des grades, hein, catégorie A, B, C et puis les professeurs, d'université ou les professeurs même de lycée et de collège, bah, ils sont au-dessus par exemple des professeurs des écoles ou ils sont au-dessus, je sais pas, de quelqu'un qui serait, aide-soignant dans la fonction publique, quoi. Alors, les gens demandent à chaque fois les axes. Donc sur l'axe horizontal, qu'est-ce qui va déterminer qu'on est beaucoup plus dans un rapport, on va dire, prolétarien ou dans un rapport capitalistique? Donc ça, c'est l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, la composition du patrimoine. Les unités, c'est l'algorithme qui, en fonction des datas qu'il y a derrière, mulch les classes de -10 à +10. Donc 0, vous êtes au centre, etc. Et c'est pareil pour les deux axes. Donc, comment on va placer de -10 à +10 le salariat ou le rapport capitalistique? Ça va être par rapport à la composition du patrimoine. C'est-à-dire, est-ce que votre patrimoine est composé simplement de votre flux bancaire salarial? Voilà, donc ça, on le mesure. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui ont les métiers les plus précaires, qui n'ont aucune forme de patrimoine, qui soit immobilier, en épargne, capital d'entreprise, etc., etc. Et puis, quand vous allez être à +10, ça veut dire que votre patrimoine, il va être composé spécifiquement de patrimoine, on va dire, d'entreprise, voilà, de capital d'entreprise. Donc ça, c'est des données INSEE. L'INSEE découpe l'univers social des PCS et fait des statistiques sur la composition du patrimoine des PCS. Vous pouvez chercher les données de l'INSEE là-dessus, composition du patrimoine des PCS. Et donc, à partir de ça, on va classer. Et si vous êtes dans une PCS où statistiquement cette PCS a beaucoup de patrimoine capitalistique, c'est-à-dire d'entreprise, bah, vous allez être déporté vers la droite. Et puis si vous avez que on va dire du flux bancaire, etc., ce qu'on appelle du capital bancaire, c'est juste votre flux, bah, vous êtes vers le prolétariat. Voilà. L'algorithme, c'est moi qui l'ai codé. Il va être rendu public. Il faut qu'on le recode. J'ai pas eu le temps de tout finir. Il faut aussi qu'on puisse rajouter des datas, parce que j'ai fait ça de manière très artisanale.
très en bas à droite dans le graphique. Donc là, on va essayer de le faire de manière plus industrielle. Mais voilà, on a tout un projet derrière, mais vous pourrez regarder en détail. Il y a aussi d'autres données qui vont être composées. On va considérer par exemple le statut social ou le statut par rapport au mode de production. Et ce que disait tout à l'heure Padu va pondérer. Par exemple, être fonctionnaire, c'est un statut qui n'est pas directement financier, mais qui permet une sécurité au travail, etc., qui fait qu'on se déporte vers la droite, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de capital dans le travail, et donc on est beaucoup plus central, on n'est ni exploité ni exploiteur. Donc ça, c'est vraiment dans l'algorithme à peu près ce qu'il y a derrière pour pouvoir dispatcher de droite à gauche. Et c'est marrant parce qu'on voit très bien que les professeurs des écoles, tu vois, ils sont au milieu mais un peu à gauche. Et ils vont gagner, je sais pas, entre 1008 et 2000, 2002 ou un truc comme ça. Donc ils vont gagner moins quand même que les cadres de la fonction publique qui, eux, vont être au milieu mais un peu à droite quand même. Mais ils restent quand même avec une sorte d'inertie vers le milieu sur les gens qui sont dans la fonction publique. Exactement. Et sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, on utilise les catégories des PCS et donc leur hiérarchie dans la nomenclature PCS de l'INSEE, c'est-à-dire, on va dire, votre hiérarchie dans la division sociale du travail. On va considérer, par exemple, que effectivement, un cadre est supérieur à une profession intermédiaire est supérieure à un employé, à un ouvrier qualifié est supérieur à un ouvrier non qualifié, etc. Donc derrière ça, vous pouvez considérer aussi que on va essayer de faire rentrer, par exemple, en général, ça recoupe, mais pas toujours, le niveau de diplôme. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous êtes cadre, parce que vous avez des salaires quand même supérieurs à la moyenne, même s'il y a des cadres qui sont en train de se déporter vers la gauche, voilà, vous avez pu avoir plus de capital, et donc vous allez être déporté sur la droite et en haut. Pourquoi? Parce que vous avez une position supérieure dans la division du travail. C'est logique, le cadre a plus de pouvoir dans la division du travail qu'une profession intermédiaire qui a lui-même plus de pouvoir qu'un employé. Et après, il y a la division entre qualifié et non qualifié. C'est très complet, les PCS. Et donc là, ce que nous, on essaye, c'est de les dispatcher pour ensuite en refabriquer, parce qu'on est marxiste, des classes sociales. Et essayer de comprendre les classes sociales et donc de voir où est le prolétariat, où sont les classes intermédiaires, où est la petite bourgeoisie, etc. On va repasser sur la vidéo de Mulch. Là, alors, les profs ont genre 50% de leurs revenus du capital. Non, comme on te l'a dit, Mulch, les profs sont centrés parce qu'ils sont ni exploitants ni exploiteurs puisqu'ils sont fonctionnaires. Personne n'exploite les fonctionnaires. Il n'y a pas d'extorsion de la plus-value sur les fonctionnaires. C'est important de le savoir. Quand vous êtes fonctionnaire, vous avez quand même un capital. Votre statut de fonctionnaire est un capital par rapport à un intérimaire parce que vous avez une sécurité de l'emploi qui va vous permettre d'accéder plus facilement à la propriété, etc. Hop, on repart sur le stream de Mulch. Les artisans, donc par exemple, Ebibi Glass qui fait des sculptures en verre méga stylées et tout, donc elle est artisane et elle serait plus proche du capital. Elle serait genre à 2/3 du chemin vers capital et pas vers travail, mais du coup. Putain, c'est catastrophique, Mulch. Les artisans, c'est des petits bourgeois, c'est pas rien d'incroyable. Les artisans, c'est des gens, c'est des boutiquiers en général. Mulch et son copain considèrent que petit bourgeois, ça n'existe pas, que c'est une manipulation pour faire croire aux gens qui sont bourgeois et empêcher la lutte des classes. C'est ça que pense Bienfait pour tous et puis Mulch. Donc, je connais pas assez, on va analyser ce qu'il dit. Mais non, mais les artisans, c'est des petits bourgeois, c'est des gens qui sont en général propriétaires de leurs moyens de production et qui vont essayer de vivre soit d'eux-mêmes de leur exploitation s'ils sont seuls, mais en général, ils peuvent avoir quelques employés. Une entreprise, par exemple, de menuiserie, une boulangerie ou des choses comme ça. Et donc, oui, c'est vraiment la petite bourgeoisie. C'est pas la grande bourgeoisie, ils n'ont pas des usines ou je ne sais quoi, mais par contre, ils sont plutôt du côté du capital et de l'exploitation. C'est pour ça que tu vois toujours des restaurateurs sur BFM parler que quand même, les gens, ils veulent plus travailler quand même. C'est parce que les mecs, ils sont en bas à droite du graphique. Du coup, c'est quoi son capital? Du coup, c'est quoi son capital, un petit bourgeois? C'est son entreprise. Mais je crois que Mulch, il confond avec le niveau de revenu, peut-être. Ouais, parce que c'est normal. Tu peux avoir un artisan qui n'est pas un niveau de revenu de zinzin. Même si souvent ils se plaignent parce que quand même il y a trop de charges et je sais pas quoi. Mais par contre, ça reste des gens qui vivent plus de leur capital que de leur travail. Un capital, c'est un rapport. On a fait une vidéo là-dessus avec Cathédrale Osseuse. Vous disposez d'un titre de propriété d'une entreprise capitaliste. Vous voyez, par exemple, vous possédez votre ordinateur chez vous pour aller sur Internet et regarder les super lives de la Paddy Team. C'est un bien de consommation. Vous possédez un ordinateur dans le cadre d'une société anonyme ou d'une SAS ou d'une SARL, ce que vous voulez. Ça devient du capital. C'est la base de la théorie marxiste et de l'explication du capitalisme. Parce que, rappel, le capitalisme, c'est un rapport social.
Oui, Donc ce le que j'allais même dire, faut objet, expliquer le concept de fétichisme de la voilà, marchandise. Et toi, tu fétichises le fait d'avoir, par exemple, avoir une voiture. Moi, quand j'ai une voiture et que je l'utilise pour aller en vacances, pour voilà, aller chercher le pain, c'est pas pareil que si j'avais un taxi ou que si j'avais une voiture qui était une voiture de fonction de mon entreprise, tu vois. C'est pas la exactement. même chose et c'est le rapport social qui compte. C'est pas l'objet voiture ou l'objet ordinateur. Par exemple, moi, je fais du cidre. Bah, quand je fais du cidre, je ne suis pas dans un rapport social petit bourgeois. Parce que je vends pas mon cidre, j'ai pas une entreprise pour faire du cidre ou des choses comme ça. J'ai une petite presse chez moi, je fais mon truc. Mais même si j'avais une grande presse, en fait, je serais pas dans un rapport social petit bourgeois à partir du moment où le but de mon activité n'est pas la mise en valeur et la production de profit. Exactement. Et je rappelle que pour les gens qui vont nous sortir la carte Uber, justement, et ça a été démontré que Uber, le capital, n'est pas le vélo ou les pieds ou la voiture, etc., mais bien l'application. C'est ça qui fabrique du capital. Donc c'est ça le rapport social. Et c'est exactement pour cette raison que camarade Leila Chebi a réussi à démontrer leur statut de salarié à l'Union européenne. C'est dans le cas du tâcheronnage, en fait, c'est du salariat archaïque Uber. C'est comme si vous aviez votre propre marteau pour aller tâcheronner pour un patron. Le capital chez Uber, c'est l'application. Ça n'est en rien la voiture ou le vélo. En revanche, pour les taxis classiques, oui, c'est un capital. Comme pour si demain vous montez votre entreprise et que vous vous achetez une 308 break en tant que voiture de commercial, c'est un capital. Ça vous permet de fabriquer de la plus-value. Et donc oui, juste pour préciser, bon, donc dans les petits bourgeois, en fait, c'est pas parce que vous travaillez 60 heures par semaine que vous n'êtes pas dans un rapport petit bourgeois. Karl Marx va expliquer, quand vous êtes petit bourgeois, vous auto-exploitez votre force de travail et vous exploitez du capital. C'est pour ça que vous êtes un petit bourgeois. Vous n'êtes ni un bourgeois, ni un prolétaire. Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, ils sont vers capital. Mais attends, j'ai des amis qui sont ingénieurs, d'accord, ils ont fait des études supérieures, ils sont maintenant sur le marché du travail, ils sont employés d'une entreprise, ils ont le statut cadre, mais ils sont tout en bas derrière la hiérarchie de l'entreprise, c'est des exécutants, et ils touchent 2200 € par mois de salaire. Donc c'est... Alors, ça, c'est intéressant parce que, bon, c'est des exécutants en partie. Ils sont pas tout en haut de l'entreprise. Après, je pense que si tes potes ils sont ingénieurs et pas ouvriers, c'est parce qu'ils ont très bien compris que c'était quand même plus haut dans la hiérarchie et qu'ils gagneraient plus à être ingénieur qu'à être ouvrier. Mais par contre, il faut aussi voir l'hétérogénéité des classes. C'est-à-dire que les ingénieurs, là, le point il est là parce que c'est une moyenne, c'est une tendance. Mais alors oui, il y a des ingénieurs jeunes qui vont gagner, je sais pas, 2000 balles, et puis il y a des ingénieurs plus vieux qui sont arrivés à un autre moment sur le marché du travail, qui occupent peut-être des postes plus dominantes et qui vont gagner 6000, tu vois. Et donc c'est vrai qu'il y a une hétérogénéité là-dedans. Mais toi, tu es jeune, donc forcément, tes amis ingénieurs, ils gagnent un peu moins. Enfin, ça me paraît assez logique. Et toujours pareil, c'est pas nous qui décidons. Il y a une composition en patrimoine type moyenne des cadres. Oui, effectivement, à l'intérieur, il y a des cadres dirigeants. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris le niveau 2 des PCS. Vous voyez, il y a plein de constellations. Si on avait pris que les grosses PCS, ça ferait... il y en a 8 maintenant, 8 boîtes. Là, on a essayé de prendre des niveaux 2. Il y a 4 niveaux dans les PCS. Si on avait vraiment détaillé, ça aurait été compliqué. Et après, il y a des niveaux de détail où on ne peut pas croiser les données. Par exemple, il n'y a pas le détail, les datas sur l'INSEE. Enfin, moi, je ne sais pas, je vais pas les avoir. S'il y a des gens spécialistes en récupération de data, il faudra qu'ils viennent travailler avec nous sur le graphique pour avoir la composition en patrimoine des PCS de niveau 4. Voilà. J'affiche que les cadres. Les cadres, ils sont tous là, ce qu'on appelle des cadres au niveau des PCS. Et donc oui, tu as les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise qui sont les plus à droite. Les cadres de la fonction publique qui sont là, les professeurs professions scientifiques qui sont là, les cadres administratifs commerciaux et d'entreprise qui sont là, et les professions libérales qui sont là. Effectivement, les ingénieurs, cadres et chefs d'entreprise vont être statistiquement ceux qui ont plus de patrimoine. Et les cadres de la fonction publique sont très très haut placés dans la hiérarchie sociale. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont se retrouver dans cette PCS sont très riches. Voilà, effectivement, il y a des jeunes et des vieux là-dedans, ce qui donne une moyenne en fait. Voilà. Mais statistiquement, c'est des gens qui ont plus de patrimoine, que ce soit en épargne, que ce soit en capital immobilier. Voilà, si vous êtes ouvrier non qualifié, hein, vraiment le taf d'intérimaire, vous avez tendanciellement des gens qui ont moins de patrimoine immobilier que les cadres. Je pense que là-dessus, Mulch et ses amis seront d'accord là-dessus, que statistiquement, quand vous prenez 100 cadres, ils auront plus de patrimoine immobilier à eux 100 que 100 ouvriers non qualifiés. Voilà. On va prendre les ouvriers, on va s'amuser un petit peu maintenant que je sais utiliser ce graphique. Ouais, donc les ouvriers, ils sont là. C'est sur l'INSEE, Mulch. Hein. Donc tu cherches composition en patrimoine par PCS, tu vas trouver. Graphique, il serait genre presque, c'est presque. Ah, vrai, vu je sais pas selon ce graphique, c'est selon l'INSEE, et après c'est juste des données de l'INSEE remis dans le graphique. Il n'y a pas une douille où on s'est dit, vas-y, moi j'ai un pote ingénieur, je le déteste, boum, tu lui mets 2 points à droite, un plus dans le graphique pour te faire passer pour un con, tu vois. Genre, ça marche pas comme ça, tu vois.
Diagonale de pouvoir, c'est genre là, c'est les gens qui ont le moins de pouvoir, là, c'est les gens qui ont le plus de pouvoir. Ces gens-là seraient dans les gens qui ont le plus de pouvoir dans la société, alors qu'ils touchent genre le salaire médian dans le Oh privé. non, 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 non. Ça dépend qui. Alors peut-être tes En potes, théorie, j'ai John. un copain. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Genre le mec qui sort de Polytechnique, qui va venir aller diriger la SNCF. Selon Mulch, il est en bas à gauche du graphique. Je comprends pas vos datas, mais moi, j'ai un copain. Ok, tu m'as débunké. En France, non, ça n'a pas de sens pour moi, hein. Je suis désolé. Pour l'instant, l'idée d'avoir 2 axes et de placer les gens, d'accord, mais la façon dont les gens sont placés là, pour moi, n'a aucun sens, hein. C'est absolument catastrophique, hein. Cette idée comme quoi les gens qui font un travail qui serait entre guillemets intellectuel, comme si tu sais les gens qui je sais pas sont dans le bâtiment, il n'y a pas aussi beaucoup besoin d'utiliser son cerveau et de réfléchir. C'est pas nous qui sommes en train de dire ça, mais je suis persuadé que les mecs qui étaient dans le bâtiment, ils étaient cons. C'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils sont dans l'échelle de direction, ils sont un peu plus bas dans la société, tu vois. Réaliser un chantier, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement complexe. Il faut de la conception, il y a plein de l'idée comme quoi les gens qui sont en train d'enfoncer des clous, eux c'est le travail. Et les gens qui sont dans un bureau en train de remplir des tableaux Excel, etc., eux, c'est pas vraiment des travailleurs, quoi. C'est un peu du côté du capital parce que... Alors justement, nous, notre take, Personne n'a dit ça. ouais, c'est que les gens là qui sont en train de se déporter, là, si on prend le graphique, on va reprendre le graphique, comme ça vous allez bien voir. Les gens Ah, qui mais sont en en train de se déporter en haut, là, qui sont ici, qui sont en train de sortir en fait de cette diagonale. Eux, ils sont en haut dans le truc, mais ils commencent à être très oppositionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont une haute place de direction dans la société, mais ils n'ont pas assez de capital par rapport à leur place de direction. En fait, tu considères que tu es dans la bonne méritocratie, on va dire que la méritocratie fonctionne bien quand tu es dans la diagonale. C'est-à-dire soit quand tu es tout en bas à gauche, ok, tu gagnes pas beaucoup, mais t'as pas mérité parce qu'en fait, tu as arrêté l'école à 16 ans, et en fait, on t'a toujours dit que c'était normal, que tu gagnes pas beaucoup, que t'étais pas méritant, machin et tout. Ou t'es en haut à droite, t'es un winner, c'est normal que tu gagnes beaucoup et que tu diriges beaucoup. Quand tu commences à sortir de la diagonale, c'est-à-dire soit quand tu es en dessous de la diagonale, ce qu'on appelle nous des classes dégénérées, si on prend le terme marxisme un peu, c'est-à-dire les anciennes classes sociales, notamment issues de la féodalité, notamment l'artisanat, les petits commerçants, des choses comme ça, et bien là, tu as trop de capital par rapport à ton pouvoir dans la société. Donc tu as tendance à fantasmer la société ancienne en disant putain, avant j'avais plus de pouvoir que ça. Avant la loi Le Chapelier, on avait nos petites corporations d'artisans, de boutiquiers, machin, on n'a plus ça. Et donc historiquement, c'est vraiment les classes les plus réactionnaires, les classes qui se retrouvent en dessous de la diagonale. Elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas assez de pouvoir de direction. Et puis les classes qui sont au-dessus de la diagonale, c'est au contraire des classes qui n'ont pas assez de capital par rapport à leur pouvoir de direction. Et donc on va avoir des professions intermédiaires qui vont se décaler de plus en plus vers là. Et même quand tu parlais des ingénieurs, aujourd'hui les ingénieurs sont en train de se décaler vers là. Et c'est vrai que le point, on peut le critiquer, ce point d'ingénieur, en disant il faudrait zoomer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être là, et t'as tes potes ingé à toi, ils sont peut-être ici, tu vois. Et ben tes potes ingé à toi qui sont ici, il y a des chances qu'ils votent LFI, tu vois. Alors que ton pote qui a 40 ans de plus que nous, qui est en fin chez Airbus, ingénieur, 7000 € par mois, il ne vote pas LFI et lui il se trouve là dans le graphique en fait. Et c'est ça qu'il faut voir. La dynamique de sortir de la diagonale vers le haut et la gauche, c'est une dynamique très révolutionnaire. De gens qui vont dire c'est pas normal, j'ai fait des études, je dirige un truc et tout, et en plus je me fais baiser, je gagne que 2000 € ou je sais pas quoi, alors qu'ils espéraient gagner 5000 € par exemple parce que leurs parents avaient les mêmes types de travail et gagnaient plus qu'eux. Par contre, les gens qui sont en dessous, là, c'est les gens qui sont réactionnaires, vraiment. C'est les gens qui fantasment une société ancienne, quoi. C'est vraiment pour ça que le graphique est bien, parce qu'il est visuel par rapport à ça. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de faire avec quelque chose de plus poussé, parce qu'en fait, comme je disais, là, on répartit les PCS avec le patrimoine, donc c'est pour ça que vous avez que 2 axes. Et on peut imaginer des filtres à l'intérieur des PCS aussi. L'INSEE est capable de nous dire dans une PCS les répartitions en âge. Et là, on pourrait essayer de croiser justement, zoomer comme tu l'as dit tout à l'heure sur une PCS, par exemple les cadres et les ingénieurs, une ou plusieurs PCS, et voir la tranche des 24-35 ans, la tranche des 35-45 ans, etc. Et voir comment justement leur patrimoine diffère à l'intérieur. Là, on voit une homogénéité par PCS, mais on pourrait voir une hétérogénéité en fonction de l'âge dans les PCS. Il y a Buenaventura du Poitou qui dit donc pour vous, les révolutionnaires, c'est ceux qui voudraient une vraie méritocratie. Non, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est ceux qui, de fait, ont une place de direction, qui sont un peu en haut de l'appareil de production, tout en étant pas assez rétribués par le capital. Et c'est un peu, si tu prends la bourgeoisie de 1788, elle est ici, quoi. Elle est ici, elle occupe des postes de zinzin. Alors bon, vu que non, ça marche pas parce qu'elle a le capital, mais en gros, elle occupe des postes de fou. Mais par contre, elle n'a pas le pouvoir de la noblesse. Et donc, du coup, elle est obligée de se dire putain, c'est pas normal en fait. On fait tourner la boutique, mais c'est pas nous qui sommes à la fin à récupérer l'impôt ou des choses comme ça.
C'est ça. C'est eux qui le payent en plus, voilà. Donc il y a une dissymétrie entre leur place concrète dans la société et leur rétribution sur cette place, voilà. Et ça leur donne un truc révolutionnaire. Quand on dit que la bourgeoisie a été révolutionnaire, hein, c'est un basique hein, quand on est marxiste. Ça ne veut pas dire qu'elle va fonder une société sans classe, hein. Justement, la bourgeoisie était révolutionnaire et elle a aboli l'ancien ordre pour imposer son ordre à elle, quoi. On continue sur la vidéo de Mulch. C'est une profession intellectuelle, alors qu'ils sont complètement exploités par l'entreprise, ils sont jetables, enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être retourné genre 150 ans en arrière avec les interprétations les plus éclatées au sol possibles du marxisme, genre Mao, etc. Tu vois, C'était pas il y a 150 ans, Mao, mais... C'est pas Et grave. Mao, c'est pas le plus éclaté Oh. du marxiste, en plus. Non, mais en plus, en termes de date, Mao, 150 ans, bon, c'est pas grave, on va pas t'en tenir Non, rigueur. mais Mao, Mais- en plus, on peut penser ce qu'on veut. Mais moi, à partir du moment où un type a réussi à faire la révolution, je me dis quand même, le gars, il y a un petit peu de sérieux intellectuel, tu vois, quand même. C'est pas juste à la chatte, tu vois. Genre, il y a quand même Non. un petit peu de pensée anti-impérialiste chez Mao, un petit peu de pensée stratégique. Après, je sais pas si c'était le plus grand penseur des micro-classes sociales comme on essaie de faire aujourd'hui dans le capitalisme actuel, mais il avait pas la même société aussi. Il avait une société très, 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 très paysanne, Mao, hein. Pour ceux qui connaissent un peu le maoïsme, le concept de la nouvelle démocratie avec les 4 classes, etc., bon, c'est un peu plus sérieux que ce qu'en dit Mulch. Donc, non, mais par rapport à ce que je disais, oui, les ingénieurs sont exploités. Si on prend justement bêtement le rapport social du capital, c'est aussi une critique qu'on peut faire à des marxistes trop abstraits. C'est-à-dire qu'ils vont prendre juste le rapport du capital et qui vont dire, bah oui, il y a une extorsion de plus-value sur tous les salariés, qu'ils soient ingénieurs ou qu'ils soient employés non qualifiés ou ouvriers non qualifiés, donc ils sont identiques. Sauf que justement, ce qui nous intéresse, nous, c'est la société concrète telle qu'elle est. Et donc, cette hétérogénéité qui fait que tout le monde ne se reconnaît pas de la même manière et ne se reconnaît pas dans tous les débouchés politiques de manière identique. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il n'y a pas d'homogénéité totale et aussi de projets cohérents entre un ingénieur et un employé non qualifié? Parce que, justement, dans leur exploitation commune, certains ont plus de rétribution de subsides, quoi. Les ingénieurs gagnent plus d'argent que les employés non qualifiés. Et ils ont aussi plus de pouvoir dans la hiérarchie sociale. C'est eux qui décident beaucoup plus que les non qualifiés, etc. C'est eux qui encadrent des gens. C'est eux qui sont directement en contact avec soit les patrons, soit les actionnaires. En tout cas, ça donne une hétérogénéité du salariat qui nous aide à comprendre comment les débouchés politiques peuvent percer, non percer, etc. Les oppositions concrètes de sujets collectifs au sein de la société moderne. C'est d'ailleurs un truc, ça peut rentrer aussi dans notre débat, hein, qu'on a souvent sur les affects. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme ils comprennent pas le marxisme, se disent les marxistes disent que les gens exploités devraient vouloir la révolution, or ils ne veulent pas la révolution, donc il faut comprendre des affects. Alors tantôt, oui, eux ils sont campagnards blancs, donc machin et tout. Là, nous on essaie de remettre les gens dans des rapports sociaux. Et sur ce graphique, vous avez des rapports de production. Des rapports de production qui ont une importance capitale. C'est pas les seuls rapports sociaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces classes-là, il y a des classes où il y a un clivage racial, par exemple. Si vous prenez chez les ouvriers, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont déracisés. Il y en a beaucoup moins chez les ingénieurs, par exemple. Il y a des choses à voir par rapport à ça. Et l'idée, c'est de se dire, la manière dont les gens agissent dans la société, tendanciellement, elle est conditionnée par les possibilités que leur offre leur appartenance à certains sujets collectifs, certaines classes dans des rapports sociaux, certaines classes dans des rapports raciaux, dans des rapports de genre ou des choses comme ça, quoi. L'idée, c'est vraiment de comprendre ça, quoi. Et ce graphique nous aide à actualiser une pensée qui serait bête de dire ah ben soit tu as une entreprise, soit tu as pas. Si tu as une entreprise, tu es capitaliste. Si tu as pas, tu pas capitaliste. Et puis donc du coup, tu es dans le prolétariat. C'est un peu C'est ça. simpliste parce que justement, entre le gars qui gagne 5K par mois en étant ingénieur et le gars qui gagne 1004 en se cassant le dos sur une ligne en 3-8, eh ben oui, ils sont tous les deux exploités, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils votent pas pareil, donc ils se comportent pas pareil au niveau électoral. Et donc c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas la même conscience politique, parce qu'ils n'ont pas les mêmes rapports de production, notamment. Exactement. Ils n'ont pas le même rapport à l'ordre, au fait justement d'être supérieur ou inférieur, au capital culturel ou au capital scolaire. Enfin, nous, par exemple, ce qu'on va considérer, vous avez déjà vu ça, les graphiques de Bourdieu. Nous, par exemple, le capital culturel, ça compte pas du tout dans le graphique. Nous, l'axe qui va plus représenter un capital non économique, ça va être le capital scolaire, et il va plutôt se distribuer dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire dans l'axe vertical. Plus vous allez être haut, plus vous avez de capital scolaire. Ce qui ne veut pas dire que vous avez du capital culturel. Vous pouvez être un abruti ingénieur, c'est-à-dire avec aucun capital culturel, sauf votre diplôme, qui est votre capital scolaire.
Et dans nos sociétés modernes qui distribuent beaucoup de capital scolaire, beaucoup plus qu'à l'époque de Bourdieu quand il parlait de capital culturel, etc., on voit une dissymétrie très importante qui existe entre le capital scolaire et le capital culturel. Donc là, le capital culturel, pour nous, c'est un peu secondaire. Voilà. Ça n'explique pas comment ça arrive que des ouvriers votent contre leurs intérêts. Eh ben, c'est ce que je vous disais, à l'intérieur même de la société, il y a aussi d'autres rapports qui rentrent en jeu, d'autres rapports sociaux, notamment la race, le genre. Vous avez des catégories socio-professionnelles qui sont traversées par un clivage de genre beaucoup plus grand que d'autres. Vous en avez où c'est 100% masculin, vous en avez c'est 100% féminin, vous en avez c'est moitié-moitié. Et tout ça, ça implique aussi pas exactement le même rapport au monde. On va essayer de dire quelque chose d'intéressant, mais qui va nous aider pour après quand on va parler des trucs. C'est quand vous êtes au même endroit matériellement, c'est-à-dire dans les mêmes espaces, vous allez essayer de régler les mêmes problèmes. Et pour régler ces problèmes, vous allez essayer d'avoir des débouchés politiques ou des idéologies qui règlent ces problèmes. Et ces idéologies-là vont être conflictuelles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la même vision du monde, la même idéologie, dans le même espace. Vous allez voir, par exemple, que dans l'espace, on va dire, beaucoup plus prolétaire, vous allez avoir Le Pen et Mélenchon. Ça ne veut pas dire que ces idéologies sont totalement opposées, mais elles tentent de résoudre le même problème. Une d'une manière égalitaire, l'autre d'une manière raciste. Voilà. Et dans d'autres espaces, vous allez aussi avoir des conflits idéologiques, mais qui essayent de régler les mêmes problèmes. Un problème différent. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'espace, c'est de se dire, quand vous vous retrouvez à un endroit, vous répondez aux problèmes de tel type de classe sociale, de niveau de patrimoine, etc. Et puis quand vous êtes dans un autre espace, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes, souvent peut-être qui ont des idées très différentes de vous, mais qui essayent de résoudre le même problème. Yes. C'est genre, ah, t'as des lunettes, tu fais partie de la bourgeoisie. Genre, je sais pas, j'ai jamais compris les gens qui confondent le concept c'est de pas Mao, c'est Pol propriété Pot. lucrative des... T'as des lunettes, tu fais partie de Tu sais, c'est Pol Pot, c'est les Khmers, quoi. Tu sais, genre le mythe des Khmers rouges qui ont tué tous les gens qui avaient des lunettes parce qu'ils faisaient partie de la bourgeoisie intellectuelle, quoi. Encore une fois, tu peux pas catégoriser les retraités comme ça, d'accord? Moi, par exemple, la proprio qui possède mon logement, possède 10 logements, d'accord? Elle est à la retraite actuellement, mais le plus gros de ses revenus ne vient pas de sa pension de retraite tous les mois. Le plus gros de ses revenus vient des loyers, des locataires dans ces 10 appartements, parce qu'en fait, c'est... Bah oui. Eh, Et c'est du coup, pour elle ça va se qu'on les a déporter mis. on va se déporter à droite, cette dame, cette pauvre dame. C'est pour ça que les retraités sont tendanciellement plus à droite que les prolétaires, là, dans le cas, justement parce qu'ils ont plus de patrimoine, voilà. Et que, Regarde Mulch, là t'as ancien employé par exemple, et que ta mamie, là, qui tu as ancien ouvrier, alors que les ouvriers ils sont là, des employés ils sont là, et en fait ils se déportent à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté leur logement par exemple, donc ça les déporte un peu à droite. Et puis tu vas avoir les anciennes professions intermédiaires. Ah tiens, les professions intermédiaires elles sont là, les anciennes elles sont ici. Elles descendent vers le bas parce qu'elles sont encore moins dirigeantes dans la société quand elles étaient professions intermédiaires. Elles ont plus la main sur rien en fait. Par contre elles se déportent vers la droite parce que ils ont acheté un petit logement et puis ils ont une petite bicoque au bord de la mer qu'ils ont réussi à acheter pour pas très très cher à une époque, et puis du coup ils ont un petit peu de capital, ils se retrouvent là. Alors toi, tu nous cites, il y a une dame, elle a 10 appartements. Ça peut être une erreur statistique, tu vois. À l'intérieur d'une tendance, il y a des gens, ils ont 10 appartements, il y a des gens, ils en ont pas, tu vois. Mais tendanciellement, oui, les retraités, ils sont plus en bas et plus à droite. En bas parce qu'ils ont perdu leur mainmise sur l'appareil de production, donc ils sont plus dirigeants, les retraités en général. Et à droite parce que ils ont pu acheter des logements, mettre de côté, ils ont un peu le magot, quoi. C'est l'archétype du vieux avec le magot, quoi. C'est ça, ils ont tendanciellement plus de patrimoine immobilier. Ils ont statistiquement presque tous fini de payer leur patrimoine immobilier. Voilà, ils ont plus de dettes là-dessus. Bon, l'INSEE calcule ça un peu bizarrement. Et puis en plus, il y en a qui en ont plusieurs aussi parce que c'est une rente. Et cette rente, en fait, était très accessible pour une certaine génération d'avoir plein de maisons justement pour assurer une rente. Donc statistiquement, vous voyez, quand vous êtes ouvrier, vous êtes très à gauche. Puis quand vous êtes ancien ouvrier, parce que la carrière, l'accumulation de capital, vous vous déportez à droite. Il y a quelqu'un qui dit c'est surtout que les vieux sont nostalgiques de la France blanche. Et ben nous, notre question, ça va être de se dire. Alors déjà les vieux, je suis désolé, mais parmi les retraités, il y a justement des gens qui ont résisté au vote Le Pen, qui ont toujours voté par exemple Fillon ou Macron ou PS. Donc c'est pas si vrai que ça. Mais la question c'est de se dire, le fait qu'ils soient en bas à droite comme ça, quel problème ils vont se poser et comment est-ce qu'ils vont essayer de le résoudre? Alors oui, ils vont le résoudre parfois de manière réactionnaire. Mais toi, tu inverses le truc. Tu penses que c'est les idées qui gouvernent le monde. Tu te dis, les vieux, ils sont nostalgiques de la France blanche. C'est pour ça qu'ils votent à droite. Nous, on dit, les vieux, c'est des gens qui ont du capital,
qui ont perdu leur potentiel de direction dans la société, qui vont du coup avoir tendance à être réactionnaires parce qu'ils auraient bien aimé le récupérer, parce qu'ils fantasment aussi qu'avant c'était mieux. Et c'est vrai qu'avant ils étaient un peu plus dirigeants. Avant leur classe sociale aussi était un petit peu plus en vue. Et puis aujourd'hui il y a la mondialisation quand même qui fait qu'il y a des immigrés et ça c'est nouveau. Et on leur dit que c'est pour ça en fait à cause de l'immigration qu'ils sont tombés en bas à droite quoi. Et du coup, ils vont développer ces idées-là. Ils vont être susceptibles de développer des caractéristiques racistes. Mais tu remarqueras aussi que les vieux, ils ont très peur pour leur retraite. Et que c'est pour ça aussi qu'ils votent pas Le Pen. Ils ont très peur que la retraite, elle tombe plus. Et donc, ils votent Fillon et Macron depuis un bail. Hein. Les vieux, ils votent beaucoup Macron en réalité. Alors, tu dis, ils sont racistes. Ils sont peut-être racistes en plus de ça. Mais leur retraite compte plus pour eux que le racisme. Sinon, ils auraient directement voté Le Pen. Et aujourd'hui, il y a la volonté justement du RN de proposer Bardella et de dire que Bardella, quand même, il est plus sérieux. Il est un peu plus libéral, et puis il est avec Ciotti et machin, pour dire non, non, vous allez pouvoir taper sur les Arabes en gardant vos retraites. Mais c'est toujours dur pour les vieux de le faire. Il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Et clairement, l'apparence d'inefficience économique qu'avait le RN, surtout pour des gens, comme ils sont vieux, ça veut dire qu'ils ont connu le RN, vu comme une troisième voie, donc très ostracisé, vu comme justement très à l'écart du monde républicain et démocratique. Ils ont ce reliquat-là et le reliquat de « Ah non, ils vont faire n'importe quoi avec l'économie » et donc ça va les impacter directement. Alors les très très vieux, la dernière tranche d'âge, hein, je crois que ça doit être les 65, 75, quelque chose comme ça. Eux votent très peu RN, historiquement, mais on voit que ça bouge sur les 55 ans, etc. Parce que là, il y a des gens qui commencent à comprendre que le pacte raciste va leur permettre de sauver leur pension. Il y a quelqu'un qui dit que les vieux, il y en a beaucoup qui sont pauvres, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas d'ailleurs, et on va voir ces anciennes professions se décaler vers la gauche. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un discours de la gauche à avoir pour essayer de proposer quelque chose qui va leur dire « Vous inquiétez pas, les retraites, elles seront financées. Elles seront pas financées en tapant sur les Noirs et les Arabes. » Tout l'intérêt de ce graphique, c'est justement ça, de voir les dynamiques qu'il y a en cours. Et est-ce qu'on peut proposer un projet cohérent qui va permettre de capter certains électorats ou non? On va relancer la vidéo. C'est une rentière, c'est une propriétaire lucrative de capital immobilier. Et donc, comment tu vas dire, les retraités sont là sur le graphique alors que tu mets dans le même panier du coup des gens qui ont zéro capital, ont travaillé toute leur vie et maintenant ont une retraite super faible. Tu peux avoir une petite retraite et être hyper... Non mais attends, c'est n'importe quoi. Genre Mulch, tu comprends le principe d'une tendance et d'une moyenne. Il y a des gens qui sont extérieurs, on a compris. Tu vois, c'est comme si tu disais, j'ai une pote, c'est une meuf, et ben elle est pas victime de VSS. Bah super, merci Mulch, on est très content que t'aies une pote qui soit pas victime de VSS, mais c'est pas pour autant que ça annule la tendance si tu veux. C'est ça, c'est ça. C'est genre les footballeurs, je connais un gars, il est footballeur, mais il gagne pas un gros salaire. Bah oui, mais quand tu es footballeur, statistiquement, en Ligue 1 par exemple, mais il a pas un gros salaire parce qu'il s'est fait avoir par son club. Donc les footballeurs de Ligue 1 ne gagnent pas beaucoup d'argent par rapport au SMICAR. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Mulch là-dessus, il vient de chercher sur ouais, c'est quoi vos data, je suis spécialiste de data, etc. Mais à chaque fois, lui, il utilise des potes pour pouvoir donner des exemples, tu vois. Donc c'est un peu dommage, quoi. Il y a deux types de personnes. Il y a Mulch, il a des potes. Voilà. Et il y a Tabibian, quand tu lui dis mais t'as dit un truc de fasciste, il dit oh j'étais bourré. Ouais. Tu sais, c'est les deux chats perchés quoi. C'est j'ai un pote qui et c'est je suis bourré. T'sais. Et le mieux, ce serait qui fusionnent et que ce serait le pote bourré de Mulch. Là, ce serait vraiment le gars représentatif par définition, quoi. Et est-ce qu'au fond c'est pas Tabibian le pote bourré de Mulch au fond? Est-ce qu'on peut pas dire ça? Je suis d'accord. Bon après il parle des PCS à 9,40. T'es un exécutant ou un dirigeant dans la société, enfin ça veut dire quoi? C'est-à-dire à quel point tu ressens une pression hiérarchique de vivre ta vie d'une certaine façon, de à quel point tes heures de ta journée, en gros, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans ta journée, mais tu dois C'est plus ça que la pression hiérarchique, parce que tu sais, il y a des dirigeants qui ont une grosse pression hiérarchique. Par contre, ils sont dirigeants quand même. Ça reste des gens qui décident dans la division du travail, dans l'orientation de la production. Je vais t'expliquer ce que c'est d'être en bas dans le graphique. Ouais, il y a des gens à l'hôpital qui sont d'ailleurs souvent des meufs issues de l'immigration, notamment africaine. Quand tu leur demandes un truc, elles sont étonnées que tu leur demandes un truc. C'est-à-dire qu'elles sont tellement habituées à appliquer, si tu veux, sans que personne leur parle, que personne leur dise bonjour et personne ne dise rien. Déjà, tu lui dis bonjour et tu lui dis bah moi je sais pas, j'ai vu cette patiente, je trouvais qu'elle était comme ça, et qu'elle se dise tiens, le mec c'est bizarre, il a demandé l'avis de la meuf qui est censée être la femme de ménage à qui on n'adresse pas la parole, alors que cette meuf, elle a vu toute l'après-midi la patiente, elle est tout à fait capable de te dire ah bah tiens, aujourd'hui elle était joyeuse, aujourd'hui elle était triste, tu vois. Mais elle est tellement habituée à ce qu'on ne lui demande rien, qu'on lui dise juste de fermer sa gueule et d'appliquer les directives, que ça lui paraît étonnant. Bien ça, c'est être tout en bas dans le graphique. Par contre, quand tu es tout en haut dans le graphique, tu as l'impression que ton avis, il compte beaucoup et que tu dois toujours le dire, quoi. ce que d'autres gens te disent de faire, par exemple. Mais dans ce cas-là, si tu es retraité, tu aurais techniquement la pleine liberté et tu serais sorti de tout rapport hiérarchique. Donc, tu pourrais pas être retraité et être bas dans
Ou alors j'ai pas compris, enfin je vois pas le concept de juste pouvoir positionner sur l'ensemble des individus, prendre une mesure et dire sur une droite est-ce que tu es exécutant ou dirigeant. Je veux dire, ça comprend tellement de milliers de facteurs de savoir, enfin tu peux être exécutant de certains. Ah bah c'est un modèle, oui, Ah c'est oui, pas, c'est c'est un pas parfait. modèle. Oui. Je vais décevoir Mulch. On va pas représenter l'intégralité du monde social avec toutes ses composantes, la totalité, comme on dit en marxisme, sur un graphique à deux axes, hein. Je suis désolé, on va pas y arriver. On est très fort à la patte ultime, mais on n'a pas ce pouvoir-là, quoi. Donc, Et d'ailleurs, désolé. si ça se trouve, à un moment donné, on va trouver des trucs incohérents avec le graphique. Et ça va nous faire nous dire, tiens, en fait, il manquait ce truc-là. Il manque cette variable. Voilà, Il manque exactement. cette variable. Par exemple, si ça se trouve, il y a des classes sociales qui sont par exemple tellement racialisées que leurs positions sociales sont peut-être plus déterminées par le clivage de race que par leur position sociale en tant que telle dans le rapport de production. C'est possible en fait. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un modèle pour essayer d'analyser les rapports de production des gens, quoi. Aspects, genre dans le cadre familial, je dois. Parce qu'à ce moment-là, tu fais plus rien. Si tu peux pas modéliser, tu fais rien. Tu vois. Bah, écoute ce qu'il va dire pour. Il se perd tout Je seul. sais pas, moi, m'occuper de ma famille, etc. Donc là, j'ai pas trop le choix, je suis pas trop libre. Je suis un peu du coup un exécutant parce que j'ai plein de tâches et tout. Mais dans le cadre du travail, en fait, là, J'ai pas compris. Il a des exécutants dans sa famille parce qu'il fait des trucs. En fait, il dit voilà, en fait, ça représente pas tout parce que dans ma famille, c'est moi qui fais la vaisselle. Mais du coup, dans mon travail, je suis ingénieur. Comment je fais pour me trouver dans le graphique? Mais effectivement, exécutant, c'est pas dans le travail domestique qui fait la vaisselle. Ça peut être très intéressant, hein. Mais en fait, il y a peut-être qu'un axe en fait, hein, pour savoir qui est tendanciellement exécutant ou qui est tendanciellement dirigeant dans le domestique. Ça reste quand même l'axe homme-femme. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant pour penser la personnalité et notamment la psychiatrisation des femmes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu appartenir à la classe bourgeoise, tu vois, donc être des femmes bourgeoises, mais être des femmes dans le domaine familial. Et donc parfois être renvoyées à leur statut de femme, notamment au moment où elles sont passées mères, tu vois, notamment où elles sont devenues mères de famille, donc renvoyées à quelque chose de très naturalisant, où on les a renvoyées vraiment dans la sphère du patriarcat, on va dire, alors même que ça pouvait être des bourgeoises dans les rapports de production, quoi. Et donc d'avoir une position qui est parfois très dominante, bourgeoise, et parfois très dominée, être mère dans un couple hétérosexuel, quoi. Et c'est intéressant justement de voir ça. Ça n'invalide pas du tout le graphique, parce que le graphique ne parle pas de ça. Le graphique ne parle pas de si tu fais ou non, t'es dominé ou non dans ton couple ou dans ta famille. C'est pas le problème. Ah. Mais c'est intéressant. Juste pour compléter, nous, on s'est concentré justement sur le rapport social et le travail, c'est-à-dire le mode de production. Effectivement, on va voir ensuite comment il y a des clivages à l'intérieur. Et d'ailleurs, les clivages idéologiques à l'intérieur même des mêmes espaces de PCS, bah, on va le voir qu'elles peuvent être soit sur la race, soit sur le genre. On a fait des capsules là-dessus. Voilà, mais nous, on s'est concentré là-dessus. C'est toujours d'ailleurs un problème dans les analyses de vote. C'est que des gens croisent des données qui n'ont rien à voir. Par exemple, ils vont te dire Le Pen a les ouvriers en vote et Mélenchon a les musulmans. Comme si ça n'existait pas des musulmans ouvriers. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu prends deux variables qui n'ont aucun rapport. Non, si vous voulez faire des analyses correctes de vote, bah, vous comparez les ouvriers avec les cadres. C'est-à-dire des choses qui sont sur le même plan. Et là, quand vous voyez un graphique à deux axes, comme ça, on essaie de mettre les choses sur le même plan. Et sur la race ou le genre, c'est des plans différents. Donc il faudrait qu'on rajoute une troisième dimension, une quatrième dimension. Bon, 3 dimensions, on peut encore le représenter. 4, ça va être compliqué. Ayez cet instinct-là quand vous voyez des analyses de vote. Quand on vous dit, par exemple, machin, il a les ouvriers et machin, il a les jeunes, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, les catégories d'âge coupent aussi les catégories socio-professionnelles. Nous, on essaye de faire ça sérieusement. On se concentre sur le plan socio-professionnel. je suis haut placé dans la hiérarchie de ma entreprise, j'ai plein de pouvoirs de responsabilité, je prends des décisions. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont retraités, qui ont accumulé quand même un peu de capital et aujourd'hui vivent dans un espace ni salarié, ni prolétaire, ni capitaliste, quoi. Voilà, ils vivent de leur retraite. Ils sont ni prolétaires ni capitalistes, ils vivent de leur retraite. Je vais avoir un désaccord fondamental avec Position Revue sur la définition des catégories bourgeois et prolétariens, hein. Moi, les gens, je vais vous rappeler. Je pense que la façon la plus utile d'utiliser ces concepts et ces termes aujourd'hui, on a une classe de gens qui, eux, ont un certain niveau de propriété qui leur génère des revenus de façon passive, d'accord? Que ce soit les gens qui sont des gros multipropriétaires immobiliers, que ce soit des actionnaires qui ont énormément d'actions et de capital dans les entreprises qui leur génèrent des dividendes ou des plus-values spéculatives, etc. etc. Ça, c'est une classe de gens. Quand les gens commencent à vraiment vivre de la rente capitaliste, en gros, ça correspond à peu près à 1%, 2% de la population. Non, c'est plus que ça. C'est plus... bah, ça veut rien dire, mais... Ah, ça dépend. S'il dit les gens qui vivent que de la rente capitaliste, c'est-à-dire genre qui ne se lèvent pas un moment de leur lit, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas combien ça représente. Par contre, les gens
qui ont leur entreprise ou qui ont une petite entreprise ou qui vivent de la gestion immobilière, ça représente plus que ça, je crois. Ça représente Ça 10%, non, environ, la petite bourgeoisie plus la bourgeoisie, Chris, c'est pas ça? La petite bourgeoisie, c'est à peu près ça. Artisans, commerçants, ouais, c'est ça, 10% à peu près. Voilà. Je pense que pour lui, ça rentre Et, pas dedans parce qu'il et travaille. non, non, eux, pour lui, ils travaillent. Donc, je sais pas Ouais. ce qui. Comme il a dit tout à l'heure que le travail intellectuel, et moi je suis d'accord avec lui, hein, est autant du travail que le travail manuel. Nous, on n'a jamais dit le contraire. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le graphique, il y a des gens qui font des travaux employés, administratifs, par exemple. C'est des gens qui font des tableurs Excel, comme on disait tout à l'heure, ou qui rentrent des trucs dans des softwares. Voilà. Non, mais qu'on Après, soit clair, même si on veut inverser le truc, je suis désolé, un type qui est menuisier, je vois pas en quoi c'est moins intellectuel. C'est peut-être même plus intellectuel qu'un type qui est soumis à un logiciel et qui rentre des données dans un logiciel. Même si le mec qui rentre des données dans le logiciel, il a l'impression de faire un travail qui est peut-être plus abstrait. La réalité, c'est que quand tu dois analyser comment est foutue une charpente et tout ça, c'est très intellectuel en fait comme travail. Tu vois. ben c'est ça. Et alors, du coup, toutes les heures intellectuelles que Bernard Arnault passe pour gérer son capital de LVMH, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un travailleur ou comment ça se passe du coup? Parce que moi, je pense que Bernard Arnault, il passe son temps à travailler, hein, si on prend ce truc-là. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas l'activité, c'est-à-dire le travail concret. Donc, ça, c'est pareil, une catégorie marxiste, l'écart entre le travail abstrait et le travail concret. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de travail abstrait par rapport au taux de travail concret de Bernard Arnault. Et son temps de travail abstrait, bah, il est quasiment nul par rapport à son patrimoine en capital. Et après, pour moi, tu as tout le reste de la population qui sont le prolétariat, les travailleurs, vous pouvez mettre le terme que vous voulez dessus, les 99%, je pense que c'est un... Mais en fait, je comprends pas parce que pour le coup, il compare deux plans différents. Les travailleurs et de l'autre côté, il dit avoir de la propriété. Enfin, je veux dire, soit tu différencies les gens par rapport à si ils gagnent leur vie avec leur propriété ou en étant soumis à quelqu'un qui a des moyens de production et à être rétribué pour l'allocation de sa force de travail, tu vois. En fait, il confond le travail et la force de travail, j'ai l'impression. Évidemment qu'un artisan, il est à la fois travailleur et propriétaire. Donc, on comprend plus trop lui où il veut le mettre, tu vois. Sauf que l'artisan, qui est propriétaire de ses moyens de production, ne loue pas sa force de travail. C'est ce qui fait de lui un non-prolétaire. Par contre, il loue de la force de travail d'autrui, il en achète pour pouvoir faire tourner sa boutique quand il a une boutique où il y a plusieurs personnes. Donc il confond en fait, et c'est souvent le cas chez les non-marxistes, le travail et la force de travail. Quand vous allez au travail, étonnamment, vous êtes en train de louer votre force de travail. C'est pas exactement le même rapport social, si tu veux. Vous êtes en train de mettre votre force de travail sur un marché, le marché de l'emploi. Votre patron loue votre force de travail, en extrait une plus-value pour le garder pour lui, sinon il n'aurait aucun intérêt à vous faire travailler. Et c'est ça le rapport prolétarien. Le rapport prolétarien, c'est pas juste le fait de vous-même faire des actions et de faire du travail. Lui, il dit les travailleurs, c'est les 99%, c'est le prolétariat. Basta, oubliez. Si on croit que le prolétariat, c'est les gens qui travaillent, je suis d'accord avec lui, on est obligé de mettre les petits bourgeois qui travaillent dans le prolétariat. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Le prolétariat, c'est les gens qui louent leur force de travail. Et c'est pas la même chose. À des propriétaires. Voilà. À des propriétaires. Et ce n'est pas la même chose. Donc, ils confondent travail et location de force de travail. Et si vous montez une boulangerie ou un garage et que vous êtes propriétaire du garage et donc de son capital, les machines, le bâtiment, voilà, et que vous employez un ouvrier, un mécanicien, vous pouvez à la fin avoir 2000 € chacun de revenus. Il y en a un qui est petit bourgeois et un qui est prolétaire. Voilà. C'est ça qu'on définit dans le marxisme. C'est pas à la fin avec combien vous vivez votre pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment la sociologie bourgeoise, moderne, qui justement va classer les gens par le pouvoir d'achat. Ce qu'on dit nous, c'est qu'on va le placer justement de manière marxiste, c'est quel est le rapport social. Voilà. Bah oui, c'est ça qui compte parce que le rapport social crée des structures mentales. Si vous gagnez 2000 € parce que vous exploitez des gens autour de vous et que quand ils sont en arrêt maladie, ça vous casse les couilles, ça vous fait perdre de l'argent, que vous allez gagner plus d'argent si vous les exploitez plus, si vous les faites travailler plus, là vous êtes dans un rapport au monde bourgeois. Et donc vous avez des structures mentales bourgeoises parce que vous avez une activité dans le monde qui est une activité bourgeoise. Tendanciellement, encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais tendanciellement c'est comme ça. Au contraire, si vous louez votre force de travail et que vous aimeriez bien prendre un congé, un arrêt maladie, un congé maternité ou un truc comme ça, sans avoir votre patron qui dit tu reviens quand, machin, s'il te plaît, viens vite et tout, là, vous êtes dans un rapport au monde prolétarien. Et c'est pas exactement la même chose et ça ne forme pas les mêmes consciences, du coup, les mêmes idées. Vous pouvez avoir des gens qui sont des petits bourgeois qui gagnent moins que des prolétaires. Vous pouvez avoir un gars qui est ingénieur qui gagne 3000 et un boulanger qui gagne 2000. C'est tout à fait possible. Il n'empêche que les deux n'auront pas exactement les mêmes rapports au monde parce qu'ils n'auront pas les mêmes activités dans les rapports de production et les mêmes intérêts.
C'est-à-dire que tu vois aucun gars qui est ingénieur dans une entreprise te dire moi je suis contre pouvoir avoir un arrêt de travail. Tu vois. Ces mecs-là ne sont pas contre parce qu'en fait ils en profitent. Ces gens-là, quand tu leur parles de 32 heures, ils sont intéressés parce que les 32 heures c'est aussi pour eux. Alors que c'est l'inverse. Quand tu es un boutiquier, quand tu es un bourgeois, bah, les 32 heures, tu dis ça va me coûter combien encore ces conneries? Ouais, exactement. Donc, et c'est après, vous pouvez ne pas être d'accord avec les postulats marxistes. Quand Marx dit justement, ce sont les conditions matérielles qui créent la conscience, c'est-à-dire voilà, que les idées viennent des conditions matérielles, bah, c'est ce qu'on essaye de dire là. C'est-à-dire on essaye de modéliser les conditions matérielles et donc ensuite on va en déduire les possibilités idéologiques qui en résultent. Il y a quelqu'un qui dit je suis boulanger et donc je fais partie des 1%. Bah non, justement, nous avec notre définition, il n'y a pas que 1% de gens qui font partie de la bourgeoisie. Ça, Bah c'est non. Mulch qui Ça, pense c'est ça parce Mulch. qu'il pense qu'il n'y a que les milliardaires, quoi, en gros, qui font Et partie lui, de la, d'ailleurs, il de te la met pas dans bourgeoisie. les 1%. Quand tu seras boulanger milliardaire et que en fait tu resteras dans ton lit toute la journée parce que tu auras, je sais pas à quel moment tu rentres dans les 1% pour Mulch d'ailleurs. Il pourrait nous donner les datas aussi pour qualifier ces 99 et ces 1%. Enfin, c'est vraiment des théories purement idéologiques, les 1 contre les 99. C'est Bah, Occupy tu vois Wall que c'est Street, une etc. nécessité, c'est que lui, il a envie de dire il faut unifier les gens pour qu'ils votent à Voilà. gauche. Et Donc, c'est très il idéaliste, part de quoi. ses envies, de ses idées pour essayer de soumettre le monde. Nous, on fait l'inverse, on essaie de partir des classes sociales réelles pour essayer de comprendre vers où elles peuvent aller. Exactement. Et c'est d'ailleurs le travail qu'a fait Marx et qu'ont fait les marxistes. Marx définit deux classes fondamentales quand il parle du rapport abstrait du capital dans le capital, la bourgeoisie et le prolétariat. Mais quand il fait l'analyse concrète de la société de l'époque, il en trouve 7. Donc je vous invite, la lutte des classes en France, par exemple, ou le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, bah, vous voyez, il en trouve 7 parce qu'il va justement se dire, bon, bah ok, il y a le rapport concret, mais il y a à l'intérieur de ça les petits paysans éparpillés, la classe financière, etc. Donc il s'élève de l'abstrait au concret. Voilà. Et donc là, nous, on part de la même abstraction, parce qu'on considère qu'elle est toujours réelle, de l'exploitation capitaliste, du mode de production capitaliste. Et là, avec le graphique, on essaye de voir concrètement comment ça se distribue. Un terme pas trop mal. Pour moi, c'est vraiment la division. Pourquoi moi je mets le focus sur cette division-là et que je dis qu'il faut vraiment utiliser le mot prolétariat pour... tu sais, parce que je connais des gens dans leur tête, c'est genre, ah, prolétaire, mais prolétaire, c'est en gros les gens qui étaient dans les mines de charbon, ouvriers dans des usines, voilà, faire les 3-8, et tout le reste des travailleurs, tu vois, ça fait quand même des décennies en France qu'on a tertiarisé notre économie, on a une économie de service, on a... voilà, enfin bon, bref. Mais il y a des gens qui utilisent le mot prolétaire beaucoup plus comme une vibe. Genre, est-ce que c'est la vibe prolétaire? Est-ce que c'est... Il a raison. Non, il a raison quand même. Il y a des gens qui utilisent le mot prolétaire à tort et à travers, mais c'est pas nous. C'est pas le souci. En général, en plus, les gens qui vont dire prolétaire, aujourd'hui, ils vont dire précaire. Moi, je dis prolétaire. Ouais, ou prolo. Alors, prolo, ça fait plus ouvrier, tu vois. Mais, oui, mais là, il parle de ça, ouvrier, mineur ouais, et tout. Je parle plus trop de prolétariat parce que du coup, je préfère parler de salariat, mais j'entends. L'ambiance prolétaire ou pas, et moins comme une catégorie économique qui peut être, genre on peut regarder objectivement est-ce que tu en fais partie ou pas, tu vois. Cette division-là, c'est vraiment la plus utile, parce qu'en fait, le projet politique que moi je défends... Cette vision-là, c'est la plus utile. Donc en fait, il parle pas du réel, il parle de la stratégie politique qu'il a fait en slip chez lui, et il en déduit les rapports sociaux dans le monde. Exactement. C'est vraiment la pensée l'ubris de la pensée idéaliste. Ah bah là, tu... Mais en plus, idéaliste dans les deux sens. Tu vois. Il croit vraiment de ces gens, hop, je construis des classes dans ma tête, des stratégies politiques, et après, je vais répandre la bonne parole, et ça va marcher, quoi. Donc, bon, pourquoi pas, hein, mais ça me paraît un peu douteux, quoi. C'est de minimiser l'exploitation des humains par d'autres humains. Et où est-ce qu'il y a de l'exploitation? Il y a de l'exploitation dans les gens qui ont la propriété lucrative des moyens de production. C'est eux qui exploitent, et ils exploitent qui? Ils exploitent tout le reste. Mec, il fait en mode oui, moi je lutte contre l'exploitation. Par contre, les petits bourgeois, c'est pas des exploiteurs. Hein. Non mais, Mulch, tu vas aller travailler 3 mois pour un restaurateur sur la Côte d'Azur et tu nous reviendras nous dire si un petit bourgeois est un exploiteur ou pas. C'est là où tu te dis, il y a des gars, ils ont pas besoin d'avoir fait 10 ans de vidéos YouTube et de Wikipédia ou de je sais pas trop quoi. Ils sont allés bosser 3 mois pour un patron et ils ont bien vu que le mec les exploitait, tu vois. C'est ça. Donc par exemple, quand je vous dis, moi je défends un impôt progressif sur le patrimoine, je défends une économie de coopérative possédée et gérée démocratiquement par les travailleurs, c'est parce que ça permet de se débarrasser, ou en tout cas de minimiser l'exploitation des masses par une petite poignée de gens ultra riches qui arrivent maintenant, pour ceux qui sont les plus gros et tout, à devenir centimilliardaires même. Hein. Regardez. Très intéressant, encore une fois, il propose quelque chose parce que pour lui, ce serait mieux. C'est-à-dire, il n'analyse pas des dynamiques dans la société en disant vers quoi ça peut tendre.
telle hypothèse progressiste, telle hypothèse réactionnaire, tu vois? Faut toujours partir du réel pour imaginer le possible. Lui, il part d'un truc en mode, «Moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça et du coup, bah, ce serait mieux comme ça». Oui, je suis d'accord avec lui, sa société a l'air mieux que la société actuelle. Par contre, est-ce que ça a des chances d'advenir? Je suis pas persuadé, tu vois? C'est exactement ça, je te dis, lui, il considère que son possible, peut être réel à tout moment, il suffit de se bouger. Bah non, ça marche pas comme ça. Finalement, c'est très représentatif de sa position dans l'espace social. Il résout des problèmes tout seul, sur un PowerPoint, «Ah ouais, du coup, on ferait des coopératives, machin» et cetera, indépendamment de savoir si ce possible-là est réalisable, vu la configuration, sociale actuelle. Ça permet aussi d'unifier tout le monde dans cet objectif-là, de leur faire comprendre le système économique que d'un côté, tu as de la rente, tu as des gens qui tirent profit. On va unifier tout le monde par le discours. Tu vois ton patron qui te crache à la gueule, qui t'a refusé tes vacances et tout, et qui est à moitié, du fait de sa position de dominant, un agresseur sexuel et tout, le gars te dit: «On va les unifier parce qu'on va leur dire: "Eh, vous êtes ensemble les amis, vous êtes ensemble contre Bernard Arnault"» et le mec croit que ça va marcher. Tu sais, c'est vraiment son discours idéal plaqué sur le réel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en plus, tu sais, dans les 99 tu les mecs que tu vas devoir unifier. Dans les 99 tu as des gars qui sont, comme tu disais, restaurateurs à 10 000 par mois, quoi, qui ont 2-3 restaurants, tu sais, et tu Tu vas vas leur devoir dire leur dire: «Ouais, tu vas non mais leur dire: «Mais t'inquiète, le pro». attends, tu vu, hein, quand c'est toi qui fais le planning de Eric, là, en cuisine, tu fais du travail, hein, donc tu rien à voir avec, Bernard Arnault. Bah, vas-y, on te regarde Mulch, tu vas faire ça. Comme ça va déboucher sur les coopératives». Parce qu'ils possèdent des pans entiers de ce système économique et les autres gens sont dépossédés, doivent travailler dans les entreprises de cette minorité-là, sous leurs ordres, hein, dans les conditions qu'on leur dicte dans ce cadre-là. Je vois que la position est en train d'utiliser le mot prolétariat d'une autre façon. Il exclut. De toute façon, c'est genre, chacun a sa façon, chacun a son mot prolétaire. Il y a quand même, bon, il y a des mots, OK, on peut s'opposer, mais c'est quand même un mot classique de la tradition marxiste, le mot prolétariat. Tu as le droit de pas l'utiliser comme ça, si tu veux, mais c'est quand même toi qui fais partie, de l'hétérodoxie, on va dire, à ce moment-là, Ouais. quoi. Moi, je veux bien, hein, que Milch réécrive Le Capital, en stream, tu vois? Mais fais l'effort, quoi. Tu vois? Essaye Non, de mais définir un il rapport y a social. un truc aussi, et moi j'ai pu aussi avoir ce biais-là, et c'est un biais, je pense, aussi de mec blanc qui arrive dans le game et qui se dit: «Vas-y, je vais réinventer les choses», tu vois? De mec un peu dominant, tu vois? De se dire, «Ce mot-là, il est pas parfait». Ouais, mais d'accord, il est peut-être pas parfait, mais tous les militants utilisent ce mot-là, tous les théoriciens utilisent ce mot-là dans cette acception-là, donc tu fermes ta gueule et tu continues à utiliser ce mot-là, tu vois? Tu sais, il y a un côté un petit peu, de vouloir être le centre du monde, à vouloir redéfinir tous les autres mots de tout le monde comme toi tu l'entendrais. En général, ouais, quand tu vas à l'encontre de l'immense majorité des militants qui ont travaillé sur un truc, c'est de la merde, tu vois? Ça peut être très bien si tu un génie, mais c'est de la merde en général. En général, moi, je dis souvent, une idée qui a jamais été, exprimée, il y a une chance sur 100 qu'elle soit géniale, mais il y a surtout 99 chances que ce soit une grosse connerie, quoi. Par exemple, les gens qui sont à la retraite de la catégorie prolétariat, c'est ni des prolétaires ni des bourgeois, c'est une autre catégorie parce qu'ils vivent d'un revenu inconditionnel, parce qu'ils ont cotisé, enfin voilà, je suis pas trop d'accord. Salut Mush, tu devrais vraiment faire une discussion avec Padieu et PR pour qu'ils t'expliquent le truc. Les gens le feront peut-être un jour, hein, s'ils veulent bien. Je leur avais déjà proposé des discussions plusieurs fois et pour l'instant, j'ai pas eu de réponse, donc je suis ouvert à la Ah si, discussion. si, je t'ai répondu non, Must. Je t'ai Moi, toujours pareil. répondu non, moi. Moi, pareil. Non, je pense que tu es dans un débat un peu chiant. Alors c'est moins vrai qu'avant. C'est moins vrai qu'avant, je trouve que tu as fait des efforts, mais je suis pas persuadé que ce soit le plus intéressant parce que, et c'est pareil avec Jack Le Fou, vous faites une espèce de dialogue socratique, vous êtes toujours en train de poser des questions. Tu sais, des fois, les mecs font des débats, ils demandent de définir des termes, mais tu sais, où c'est évident qu'ils se comprennent, tu vois? Mais parce que c'est vraiment le but, c'est de faire définir 30 000 fois une personne pendant 2 heures pour essayer de le bloquer sur un truc, tu vois? Ça n'a pas un vrai intérêt, je trouve, de discussion militante, où des fois même quelqu'un utilise pas le bon mot, mais tu comprends ce qu'il a voulu dire et tu continues à essayer de discuter avec. C'est un peu la différence entre un débat et une discussion aussi, quoi. Donc un Ouais. débat, moi ça m'intéresse de faire des débats si j'ai un intérêt politique à le faire contre des ennemis politiques par exemple, et que je vais y aller en m'étant préparé. Je considère pas que Mulch est un ennemi politique. Je considère pas que j'ai un intérêt particulier à arriver à bosser un débat pour essayer d'humilier Mulch, je sais pas quoi. Donc je vois pas l'intérêt que je vais avoir à faire ça, quoi. Si c'est pour une discussion, eh ben, il peut venir en privé parler du graphique s'il a envie, quoi. Mais je pense que nos vidéos, elles vont lui permettre de comprendre ce que c'est que le graphique. S'il a pas compris, c'est peut-être qu'il est un peu de mauvaise foi sur ça parce qu'il a pas les mêmes stratégies politiques que nous. C'est possible aussi, quoi. Et chacun sa vision du monde. Et puis, je te dis, en plus, derrière le graphique, nous, ce qu'on essaie aussi d'exprimer, c'est, quand on dit qu'on est marxiste, c'est aussi justement de montrer qu'il y a toujours une lutte de classe derrière tout ça. Derrière cet éparpillement PCS que vous pouvez voir un peu souvent, que ce soit dans les analyses de sondage, derrière, il y a une lutte de classe. Voilà. Et les luttes de classe s'expriment sur des débouchés idéologiques. Je fais une précision.
C'est intéressant quand Mulch dit non, mais il faut pas utiliser ces catégories-là parce que ça divise. Je sais pas si tu as ça en tête, pas du, mais vraiment des gens, quand les premiers mouvements ouvriers sont nés, ils considéraient que les marxistes ou les communistes divisaient la nation, voire même divisaient la race, comme on disait à l'époque, en classes, quoi. Tu vois, c'était un effort de division de la société. Non, on est tous français, on est tous la nation, etc. Et en fait, on fait un effort de division. Et là, Mulch, il arrive en disant non, mais si vous dites petit bourgeois et prolétaires, ou petit bourgeois et salariés, ou même fonctionnaires et salariés, vous allez diviser les gens et on va pas gagner, quoi. Il y a vraiment un truc très idéaliste, hein, comme la pensée bourgeoise. Ils sont pour une défense du statu quo, ils sont pas pour un changement progressiste ambitieux, peut-être pour des micro-mesures sur des trucs, mais le PS, voilà, vous regardez le mandat Hollande, c'est la même politique que Macron. Repousser l'âge de départ à la retraite de 1 an et demi, destruction du code du travail avec les lois, la loi El Khomri, tout ce mandat-là, c'était le PS. Le PS, Manuel Valls, François Hollande, tellement il était grillé qu'il avait complètement trahi une quelconque volonté de gauche qui était la base normalement du projet du PS. Allez voir les statuts du PS quand c'était fondé. Le PS est rempli de gens. Très intéressant, parce que là, il dit le PS a trahi. Et alors lui, du coup, dans son analyse idéaliste, j'imagine qu'il pense que le PS a trahi parce que les individus dans le PS ont trahi, Voilà, tu vois. c'est ça. Et il comprend pas que le PS est sous-tendu aussi par des classes qui ont une tension vers la trahison, tu vois. Alors, ça, c'est très intéressant, on va le voir par la suite. Lui, il considère que c'est des gens de droite qui sont au PS, tu vois. Et donc, il refuse de croire que les classes sociales qui composent le PS et qui, on va dire, expriment le projet idéologique du PS sont cohérentes, quoi. Voilà. Qui sont des néolibéraux, qui sont en fait de droite, fondamentalement, sur plein de sujets. Post-2022, après... Alors, on rappelle que le néolibéralisme en France a débuté sous Mitterrand, c'est pas un projet particulièrement de droite, hein. Il y a un côté droitard aujourd'hui au néolibéralisme parce qu'il y a la gauche qui veut sauver le néolibéralisme et minoritaire depuis Hollande. Bah, il a commencé avant Mitterrand, à mon Oui, c'est sens, vrai, hein. c'est vrai. Donc, mais Il y a eu la un gauche, sursaut néolibéral sous Mitterrand. à la gauche, il a participé clairement. Il y a eu des choix du PS en 83-84 qui ont orienté un projet de transformation sociale démocrate, comme on disait, en social-libéralisme, quoi. L'échec cuisant de Hidalgo, décrédibilisation du PS complète. Il y a eu un shift, ils se sont dit, en fait, on va faire genre qu'on est redevenu de gauche, d'accord, on va retourner dans le roleplay. Tu sais, il croit vraiment que c'est un complot, mais il est complotiste à moitié là. Oui. Bah, tu sais, quand tu es idéaliste, tu es toujours un peu complotiste parce que tu réduis le monde à des intentions conscientes, transparentes, tu vois. Donc effectivement, tu considères que si le monde il en est là, c'est parce que des gens ont décidé, tu vois. Ouais, mais genre là, il y a des gens qui seraient ouais, on va faire croire qu'on est de droite, enfin qu'on est de gauche, mais en fait, on est de droite. Et puis, tu sais, tous les électeurs se feraient berner. Non, il y a vraiment des gens dans la société qui trouvent que Mélenchon, il va trop loin et qu'il faudrait un Raphaël Glucksmann, voilà, au pouvoir. Il y a des gens qui sont pour ça. Tout en se croyant sincèrement de gauche. Bien sûr, et ils se pensent ouais. humanistes et ils pensent que Mélenchon n'est pas humaniste parce qu'il parle trop fort et qu'il est autoritaire et qu'il est presque déjà un petit peu trop stalinien. Enfin voilà, il y a des gens qui pensent ça, Mulch. C'est pas des droitards infiltrés. C'est ça. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que justement le monde tient. C'est justement parce que les gens y croient, quoi. Et les gens sont pas cyniques, ils sont bien intentionnés. Et ils pensent vraiment que la bonne gauche, c'est la gauche Glucksmann. Et ça fonctionne comme ça. Et plein de gens du PS se croient de gauche. Et puis pour revenir aux détails de la NUPES et le NFP, bon, il y a aussi des rapports de force qui font que si le PS voulait pas disparaître de la carte, ils avaient intérêt à se soumettre à l'accord d'union proposé par l'AFI. L'AFI avait intérêt à cet accord d'union pour effectivement verrouiller tout un tas de circonscriptions où ça votait fort pour eux au premier tour des élections présidentielles de 2022. De l'autre côté, le PS, qui lui venait de faire 1,7%, avait intérêt à ce qu'on lui laisse 2-3 circos dites de gauche pour pouvoir garder un groupe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est rien à voir avec ils ont voulu se refaire passer pour des gens de gauche, quoi. On va se regarder justement ça, tu vois, parce que lui, ce qu'il comprend pas, c'est leur place dans le graphique, justement, à ces gens-là. C'est ça. Le graphique te permet justement, Mulch, de te dire où est-ce qu'ils sont ces gens qui votent pour Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Yannick Jadot. Eh bien, ils sont plus en haut à droite dans le graphique. Et donc, c'est des gens qui ont pas exactement le même rapport oppositionnel à la mondialisation néolibérale et tout ça. Les gens qui sont oppositionnels à ça, ils sont là, ils sont en bas à gauche, hein. C'est Marine Le Pen, l'abstention, et Jean-Luc Mélenchon, leurs votes principaux. Et donc, du coup, si tu veux, ces gens-là, là, c'est 2022 entre Macron, Roussel ou au moins Roussel-Jadot, leur point commun, c'est qu'ils trouvent quand même que Mélenchon, il parle trop fort, tu vois.
Ces gens-là, ils existent vraiment, c'est pas des droitards, c'est des gens, ils se disent hautement progressistes, mais quand même Mélenchon, c'est un peu il met trop les mains dans le cambouis, quoi. Il est trop proche de Le Pen quand même, il est Et trop c'est la théorie du fer à cheval, tu vois? De leur point de vue, tu vois, si tu te mets à la place de ta tête, elle est à la place de Fabien Roussel et tu regardes vers le bas. Tu te dis: «C'est les mêmes gens qui votent Marine Le Pen et Mélenchon» et donc tu te dis: «C'est le fer à cheval, c'est les autoritaires», tu et vois très puis bien et le puis truc. puis tu comprends pourquoi ces gens-là, ils sont comment dire? Vous voyez, on a des gens qui ont des idéologies politiques de: «Il faut être rassembleur, il faut pas trop cliver, il faut trouver des solutions d'union». Tu vois ce que je veux dire, Padu? C'est normal. Quand vous êtes dans ces logiques-là, ces visions du monde-là, bah, vous attirez des classes sociales qui ont la même vision du monde. Et qui a cette vision du monde de on va trouver la bonne solution, on va trouver un consensus, trouver la solution parfaite, etc. Bah, statistiquement, des cadres, des professions intermédiaires, des gens qui sont beaucoup moins oppositionnels, qui sont beaucoup moins dans la lutte des classes que des gens qui sont beaucoup plus prolétarisés. Voilà. Les gens qui sont syndicalistes ou qui sont en bas de la division du travail, sur la ligne, etc., c'est des gens qui ont beaucoup plus l'habitude d'avoir un rapport au concret, beaucoup plus dur, beaucoup plus oppositionnel. Et donc, quelqu'un qui crie un peu fort, ça leur déplaît pas autant que des gens qui sont beaucoup plus hauts dans le graphique et leur orientation. Donc, de fait, quand vous avez ce discours-là, et d'ailleurs, il suffit de regarder les cadres politiques qui les composent, quand vous avez ces discours-là, eh ben, vous attirez des gens à qui ça parle, c'est-à-dire pour qui ça ressemble à leur quotidien et à leurs conditions matérielles. Voilà. Donc effectivement, plus vous allez être dans le consensus, dans la solution technique, dans le rassemblement, etc., bah, plus vous allez être vers des classes qui se posent ce genre de questions. Plus vous allez être dans la conflictualité, le frontal, avec des conditions matérielles, des classes qui ont ces conditions matérielles, d'être dans la frontalité et dans l'adversité, quoi. Il y a quelqu'un qui parlait d'after work. L'after work, si vous voulez, moi, c'est quelque chose qui me fait comprendre pourquoi Roussel est incohérent et bide. Roussel, c'est un type qui est en haut à droite dans le graphique, mais qui prône un peu des apéros saucisson pinard. Sauf que les apéros saucisson pinard, c'est pas les gens en haut à droite dans le graphique qui kiffent ça. C'est les gens qui sont en bas au milieu ou en bas à gauche, mais en bas à gauche, il y a quand même un peu racisé qui fait que des fois, c'est pas forcément saucisson pinard, quoi. Mais à la limite, les apéros, on va dire les gens qui kiffent les apéros, ils sont là, là. Les gens qui kiffent les afterwork, ils sont là. Le graphique te permet de comprendre si tu dois ou non proposer des apéros à tes électeurs ou des afterwork selon qui tu vises. C'est ça. Ou quel type d'apéro? Tu vois, effectivement, quand tu veux proposer un apéro dans l'espace, on va dire, prolétarien où la fracture raciale est la plus violente, si tu veux être dans une logique égalitaire, tu as intérêt d'avoir un after work, on va dire, inclusif, quoi. Si tu arrives dans cet espace-là à proposer un saucisson pinard, tu sais direct que tu es excluant, quoi. Tu sais direct que tu dis à des gens, ce sera pas pour vous. Tu vois, on va faire un apéro, mais vous n'êtes pas bienvenus, quoi. Voilà. Tu peux faire l'apéro saucisson pinard, tu sais, dans l'espace en haut à droite, tu vois. Mais tu sais, c'est genre avec C'est après la messe, quoi. ouais, ou tu sais, after work, un peu bas de la défense, petit bar avec du vin biodynamique, ou Petit tu vois, bar à vin, petit, tu vois, petit bar à petit vin, saucisson de Bigorre, là. petit saucisson de Bigorre Ardèche, tu vois, le gars, il arrive, il a un béret, il a un tablier, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre le côté, t'as que des gars en costard qui sortent de la défense et l'autre, il arrive, il te sert en béret et tablier parce que t'as besoin d'un peu de terroir. Ouais, c'est ça, Entre- ouais. tu C'est sais, ressourçant. tu sais, c'est ressourçant entre deux PowerPoint avec New York. T'as besoin d'un peu de terroir, ça fait du bien, quoi. Tu vois. Et bah ça, tu vois, c'est pas le même apéro saucisson pinard que celui improvisé dans l'espace en bas à gauche, quoi. Faut vraiment qu'on fasse des soirées comme avec les tier lists, mais avec le graphique où on place des trucs. Parce que là, il y a quelqu'un qui place champomis merguez. Tu mets tout en bas à gauche, là. C'est ça, tu vois. Allez, on repart sur Mulch. On va signer l'accord de la NUPES aux législatives, donc l'accord qui est non seulement un accord de circo, etc., mais aussi il y a un programme, hein, c'est un truc spécifique. La NUPES, il y avait un programme politique, il y avait des propositions claires, c'était genre 95% le programme de la France Insoumise, vrai programme de gauche de rupture pour le coup, augmentation du SMIC, baisse de l'âge de départ à la retraite, plus de protection dans le code du travail, bien financer les services publics, taxer les riches, en rupture avec le néolibéralisme et le statu quo libéral depuis 40 ans. Ils signent ce programme-là.
2 ans après, nouvelle législative dissolution 2024, ils re-signent le NFP, sauf que 9 mois après, première censure, ils votent la motion de censure, ils censurent Barnier avec tout le reste du NFP. Là, à ce moment-là, on était en mode, ok, bon, quand même sur ce plan-là, pour l'instant, ok. Ils avaient déjà des propos d'attaque envers les positions de gauche de la France insoumise, donc c'était des red flags ambulants, hein. Les gens comme Jérôme Gage, les gens comme Hollande, le retour d'Hollande en tant que député, qui instantanément a C'est essayé marrant. dans son discours de descendre LFI, etc. Donc voilà, c'est pas comme s'il y avait aucun signe de traîtrise avant ça, on sait très bien qui sont ces gens. Le truc de il est obligé de trahir parce que le graphique indique un truc, c'est quand même... Bah oui, c'est ça. Il a au moins compris un truc en vrai. C'est exactement ça. C'est pas, c'est le graphique qui dit si tu trahis ou pas. Ça au moins il a bien compris. Ah non, mais lui, il remet ça en cause. Non mais je sais, je fais exprès. Mais c'est le Bah, seul truc vrai. Mulch, regarde ça. Il est obligé de trahir. Pourquoi? Parce que sur le graphique, quand tu es vers là, c'est très 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 compliqué pour toi de t'allier avec le mec qui est ici. Ou alors, c'est possible si tu as une refondation de la gauche autour d'un parti avec un programme cohérent qui va réussir à unifier le tout. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais avec des partis différents où chacun joue aussi en interne le fait d'avoir le plus de députés possible et tout, c'est impossible. Parce que Roussel, Jadot et Glucksmann, Hollande et tout, ils vont taper sur Mélenchon pour essayer de faire baisser son point, pour faire grossir le leur. Sauf que le problème, du coup, c'est qu'ils vont avoir des électorats qui vont commencer à avoir très peur de Mélenchon. Et si tu t'allies avec Mélenchon, eux, ça va faire baisser leur score. Et ça va faire grossir le score de Macron, parce qu'ils sont un peu dans le même espace électoral. Exactement. Et donc, comme on disait tout à l'heure, ça veut pas dire que il y a un espace qui est de droite et l'autre qui est de gauche. Ça veut dire, là, pour l'instant, Glucksmann, Roussel, il parle, il essaye de résoudre des problèmes de gens beaucoup plus confortables dans la société. Voilà. Alors que Mélenchon et Le Pen et l'abstention essayent de résoudre des problèmes de gens qui sont beaucoup plus exploités et précarisés. Alors, maintenant, on remet Mulch. Même un petit peu étrange comme explication. C'est beaucoup plus expliqué par les individus qui composent en effet le PS que par l'électorat de ces partis. Le PS trahit parce que les individus dans le PS sont des traîtres en soi. Il y a des gens comme ça, les traîtres en fait, ils vont au PS, ils naissent, ils se disent je vais au PS et puis ils trahissent. C'est pas parce qu'ils veulent parler à des franges de la population et parce qu'ils ont très bien compris leur intérêt. En fait, tu vois, même si tu te dis les mecs du PS sont machiavéliques, et c'est sûrement le cas, c'est sûrement des stratèges les mecs. Ils visent à être élus, donc ils visent des électorats, ils sont pas complètement cons. C'est pas juste les mecs se disent pas de gauche pour trahir la gauche et baiser la gauche, ils ont aucun intérêt à faire ça. Les gars jouent une carte. Ils jouent le fait d'arriver à unifier assez d'électorats autour d'eux pour pouvoir être élus. C'est ça ce qu'ils jouent les gens du PS. Donc ils jouent une unification électorale de classe sociale. Ils tentent leur coup, c'est pas juste des droitards qui sont là pour baiser la gauche, ça n'a aucun sens. Et puis ils ont un rapport eux-mêmes, ils viennent de ces classes-là, donc leur structure mentale idéologique les rend plus performants pour parler à ces types de classes-là que d'autres. Voilà, tout simplement. Et après, ils parlent des intérêts de classe. Mêmes idéologies parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts, fait qu'on a un équilibre instable au sein du NFP. Les classes n'ayant pas les mêmes idéologies parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. La classe non bourgeoise ont tous le même intérêt économique par rapport au système Voilà, capitaliste, tu vois, genre, d'accord? hop, Ils ne il votent arrive, pas il du fait tout. Il fait une abstraction, sa classe des 99% non bourgeoises, tu vois. Donc, t'imagines le niveau d'abstraction pour fabriquer cette classe qu'il appelle lui non bourgeoise, c'est 99%, tu vois. J'enlève l'hétérogénéité de la division du travail, j'enlève la race, j'enlève, tu vois. Et puis je dis, bah à la fin, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des coopératives partout. Il À ce dit moment-là, ça, tu peux mais- dire même l'humanité, hein. Tu peux dire Ouais, c'est ça. l'humanité, ils ont tous le même intérêt. Tu vois, Oui, si tu veux, oui, mais bon, il y a quand même des rapports sociaux. tu vois, t'as créé un truc et il dit, mais et vas-y, continue, tu vois, il dit, mais ils votent différemment ces 99%. Oui, justement, c'est tout l'objectif du graphique, c'est de dire, bah tiens, Mulch, tes 99%, c'est tellement abstrait que ça ne recouvre pas le concret, quoi. Il y a quand même des divisions entre eux. Pour les mêmes personnes ou les mêmes bords politiques, justement. C'est vraiment, il y a juste des problèmes de raisonnement dans ce qu'il Oui, dit il y à a chaque des- fois. Et Et qui des est un problèmes de équilibre raisonnement. idéologique, et on le voit bien sur plein de sujets. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'alliance du Ok, mais leur projet n'est pas différent de celui de Mélenchon parce que les gens qui votent pour eux n'ont pas le même profil socio-économique en moyenne. Bah si. Si tu analyses le vote Poutou,
et tu te rends compte qu'en fait, disons que c'est similaire, d'accord? NPA, LFI, projet politique assez similaire. Ah, regarde, stop. Ça, c'est juste. Ça, c'est vraiment les raisonnements idéalistes qui vont nulle part et abstraits. Il commence par dire, disons que c'est similaire. Faisons abstraction. Vous voyez, c'est ce que je disais. Regardez ce cube et faisons comme si, au lieu d'avoir 8 angles, il en avait que un. Eh ben, on peut dire que c'est une sphère. Bah oui, on peut faire ça. Donc il commence par dire, disons que c'est similaire, tous les programmes, le NPA, suit du PS. Bah oui, tu sais, vous connaissez tous l'expression, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Bah oui, effectivement, quand tu as mis 3 si dans une phrase, tout est possible. Moi, avec 3 si dans une phrase, je voyage dans le temps, je suis immortel, etc. Il n'y a pas de problème. Juste admettez ça pour le raisonnement. Imaginez qu'en fait, on mesure le vote des gens qui votent NPA et on trouve en fait que sociologiquement, c'est assez loin. Le barycentre, en fait, Poutou, Voilà. il est... Regarde, il dit, il est ici. imaginez que demain, le NPA, il n'y a que des bourgeois qui votent pour lui. Mais vous n'allez pas dire que le projet du NPA, il est bourgeois. Bah si, monsieur, si à un moment C'est pas plus le NPA, on l'a déjà fait. Il est super ouvrier, le barycentre du NPA. C'est pas du tout les bourgeois qui votent pour lui. Raconte n'importe quoi. Il dit... Imaginez que ce chien, au lieu d'avoir 4 pattes et des poils, il a un bec, 2 pattes, 2 ailes et des plumes. C'est une poule ou pas? Eh ben non, c'est encore un chien. Ça voudrait pas dire que du coup, leurs projets politiques sont plus éloignés. Et vice-versa, c'est pas parce que... Si. C'est n'importe quoi. Sur ce graphique-là, on a des problèmes de raisonnement. Centres des électorats sont très rapprochés, que les projets politiques sont similaires. Puisque regardez... Non, mais on ne dit pas que les projets politiques sont similaires. Encore une fois, on dit qu'entre Bardella et Mélenchon, ils tentent de répondre à la même question. Ils tentent de répondre à la question de la pénurie, de la crise dans les classes populaires. Mais ils n'ont pas les mêmes projets, justement. Il y a un projet égalitaire, antisexiste, antiraciste, écologiste, anticapitaliste, le projet de Mélenchon. Et de l'autre côté, il y a un projet raciste, où on réaffirme des hiérarchies entre les genres, les races, entre ceux qui ont la nationalité, ceux qui ne l'ont pas. Et donc on répond à la question de la pénurie, tantôt en disant on va pas donner aux Noirs, aux Arabes, on va moins donner à machin et tout, pour que vous puissiez en avoir encore pareil. Ou dans l'autre cas, on va dire on va essayer de restructurer avec l'impôt, avec alors c'est peut-être pas assez loin, mais voilà, avec de la redistribution du capital vers le travail et tout, pour qu'il y ait moins d'argent aux milliardaires et puis que ça puisse continuer à tourner et qu'on résolve la crise comme ça. Donc ils se posent la même question en fait, les gens qui sont dans ces classes sociales-là. Par contre, ils n'ont pas la même réponse. Pour plusieurs choses, Alors ça peut être aussi des caractéristiques, je pense qu'ils sont importantes là-dedans, c'est le clivage de race, et évidemment. C'est-à-dire celui entre les gens qui vont avoir une vision raciste ou même nationaliste dans ces catégories-là, et ceux qui vont avoir un clivage égalitaire. Exactement. Ils essayent de résoudre effectivement les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'ils se battent dans les mêmes espaces idéologiques. Des problèmes matériels, concrets, qui ont trait à la classe à laquelle vous appartenez. Voilà. Ils vont se battre idéologiquement. Marine Le Pen et Mélenchon se battent pour avoir le vote ouvrier. Et ils se battent sur le racisme. Voilà. Regardez, le barycentre de Mélenchon et de Bardella sont très très proches. Donc tu peux pas déduire de ce graphique la proximité des projets politiques. Voilà, c'est pas ça. Alors Et donc- ça, c'est important pour les gens. Voilà. Quand vous êtes, comme on l'a dit, quand vous êtes dans le même espace, ça veut pas dire que vous avez le même projet politique. Ça veut dire que votre projet politique répond à cet espace. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut bien avoir compris ça. Vous pouvez avoir des projets totalement opposés dans le même espace, mais vous avez un projet politique qui répond à ces catégories que vous avez dans cet espace-là. Ça n'a rien à voir avec parce que vous êtes là, vous êtes de gauche. Non. Ou parce que vous êtes là, vous avez le même projet politique. Non. Il n'y a pas un projet politique par espace. Sinon, la politique serait très très simple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'alliance du NFP ne peut pas être performante parce qu'elle n'additionne pas les voix. Elle n'additionne pas les voix. Objectivement faux, hein. Ça c'est objectivement faux. Le NFP a eu plus de voix parce qu'ils étaient haillés lors des législatives. Alors, Quand C'est pas vrai ça. ça, c'est Il y a- pas il y a- vrai, on l'a il y a- démontré. Il peut y avoir des fois des dimensions en plus de comment ça s'appelle de survote global en plus. Mais est-ce que ça survote plus grâce à cette alliance ou est-ce que ça survote plus grâce à des enjeux? Évidemment que ça vote plus à une élection législative qu'à une élection européenne par exemple. Ouais, C'est ça exactement. qui compare, oui, si tu veux. Exactement. Et puis, en fait, c'est pas vrai. L'addition des voix fait un pourcentage plus faible que l'addition des pourcentages quand ils sont divisés. Ça veut dire que quand vous faites, par exemple,
tous les partis de gauche vont faire 32%. Et quand vous faites un seul et unique débouché, le NFP ou la NUPES, vous plafonnez à 27-28. Voilà. Sur les mêmes votes, hein, sur les mêmes mobilisations, ou sur les mêmes, comment dire, Échéance. ouais, échéances, excuse-moi. Pourquoi? Parce que justement, tout ça, c'est dynamique. Qu'on expliquait, quand vous alliez la carpe et le lapin, bah, il y en a qui sont très Glucksmann et qui vont dire «Ah, jamais je voterai Glucksmann s'il s'allie avec Mélenchon». D'ailleurs, vous avez vu Glucksmann ces derniers temps. Tu as fait un react là-dessus hier, non, c'est ça? Ouais, Il a dit oui. surtout pas Mélenchon, parce qu'il sait que c'est un moyen de capter son électorat de ne pas être avec Mélenchon. Et donc, vous allez voir des gens qui vont être très Mélenchon et qui vont dire mais moi, si ça c'est pour s'allier avec le PS, c'est mort, quoi. Alors, c'est des gens marginaux, tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais ça crée ces effets de débord. Et à côté de ça, l'union de la gauche peut aussi entraîner à l'extérieur une surmobilisation des partis de droite et d'extrême droite parce que ils vont justement voir un projet de gauche qu'ils ne veulent pas advenir être très fort. Donc l'idée même, déjà, c'est factuellement faux. On l'a montré dans une capsule sur le NFP, il n'y a pas de dynamique à l'union. C'est juste une logique défensive, c'est de dire, peu importe si les bouteilles fuient, le fait de les mettre ensemble, ça fait plus d'eau. Ah oui, je suis d'accord. Mais en fait, si vous avez 4 bouteilles d'1 litre, ça fait 4 litres. Et puis si vous les remettez dans un jerrycan en mettant un peu partout, oui, effectivement, vous allez avoir 3,5 litres à la fin parce que vous avez gaspillé en faisant n'importe quoi. Mais vous avez moins que 4 litres, mais vous avez plus que 1 litre, 1 litre, 1 litre. Voilà. Et ça, Mulch, il a du mal à le comprendre. Allez, on repart sur ça. Mélenchon, Aubry s'allient avec le PS et l'Europe Écologie Les Verts, ils vont perdre un peu des classes populaires. Et quand Toussaint... Et puis ils vont perdre, ouais, dans l'abstention d'ailleurs, on le voit, hein, parce que les ronds ils sont liés. L'abstention augmente en fait quand on fait le NFP. Hein. Exactement. Glucksmann, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Hein. Et les journalistes comprennent très bien les clivages idéologiques là-dessus. Et ben eux, on leur reproche de s'allier avec Mélenchon, qui est trop populaire, trop radical, etc. Et donc, ça fait fuir soit chez Macron, soit dans l'abstention. C'est-à-dire, typiquement... Ça, je suis complètement en désaccord avec ce qu'il vient de dire. C'est vraiment une vision ultra figée de la politique de dire ça, comme si c'était pas possible de convaincre les gens, de leur faire changer d'avis, d'élargir un socle en ayant un discours politique convaincant, rassembleur, etc. Tu peux très bien élargir. Vraiment. Regardez. C'est toujours c'est des vrai. si, hein, c'est toujours tu peux très bien le faire, oui, mais factuellement en fait ça le fait pas parce que les gens qui sont abstentionnistes et qui sont à deux doigts de voter Mélenchon parce qu'il a été bon sur Gaza par exemple, parce qu'il a été bon pendant la réforme des retraites ou des choses comme ça, et quand ils voient Hollande, ils vont pas sortir de l'abstention. Alors toi, tu peux être aussi bon que tu veux, mais à militantisme égal, c'est-à-dire que tu vas peut-être être très bon aussi pour militer pour Mélenchon sans l'abstention, tu arriveras à faire sortir cette personne de l'abstention. Et pour Glucksmann, c'est pareil. Le gars qui a peur de Mélenchon parce qu'il trouve que Mélenchon, c'est un vilain poutinien ou je sais pas quoi, il ne votera pas pour le NFP. Ou avec des pincettes, mais il le fera moins que s'il y a juste Glucksmann. Et c'est là où Mulch, il est touchant un peu, quoi. Il me fait penser à vraiment un jeune militant qui a envie de convaincre tout le monde, qui se dit mon projet c'est le meilleur. Et du coup, si on se bouge et qu'on fait des belles vidéos pour l'expliquer, les gens ils vont avoir envie de faire ça. Bah non, en fait, il y a des gens à qui ça va pas répondre. Voilà, c'est pas leur problème, quoi. Il Voilà. me fait penser un peu à Étienne Chouard. Tu sais, genre, dans ce côté, Il Étienne me fait Chouard qui penser disait à à un Étienne moment Chouard. donné, ouais, si on convainc 60% des gens à faire une nouvelle constitution, et ben, non, C'est mais si ça, tu convaincs 60% des gens à faire une nouvelle constitution, bah, si t'as pas le pouvoir, il va rien se passer, frérot. Tu vois, c'est ça, malheureusement, c'est hein, ça. c'est malheureux, Et mais là- c'est comme ça. Et là-dessus, tu vois, nous, on est très opposés parce qu'on est très léniniste, quoi. Nous, on est Mm. très dans le quel est le rapport matériel, quelle est l'alliance de classe qu'on peut, quelles sont les projections de chacune des classes, quel est le niveau d'équilibre qu'on peut avoir entre chacune de ces projections. Tu vois, on part beaucoup plus d'un truc concret, quoi. Mais ça nous oppose, ouais. Ça fait penser aussi à certains militants aussi qui sont souvent des militants un peu idéalistes et peut-être un peu jeunes aussi, tu sais, qui se disent mais oui, mais moi j'ai une revendication, 90% des gens ils sont pour. Ouais, frérot, d'accord, t'as une revendication, 90% des gens ils sont pour, mais à la fin ils votent pas pour toi, tu vois. Moi j'ai vu beaucoup de gars genre de République souveraine là-dedans, tu sais, en mode oui, mais nos revendications, regardez, par A plus B, les gens ils sont contre l'immigration, et puis ils sont pour augmenter les salaires, donc si on met les deux, on va faire 60%. Bah non, en fait, les mecs, vous faites 1%, et parce qu'en fait, vos propositions, elles brossent dans le sens du poil des projets politiques opposés avec des gens qui s'opposent justement là-dedans. En fait, c'est pas les mêmes personnes qui veulent exactement ça, quoi. Même si ça se recoupe en partie, hein, même si ça se recoupe en partie. Mais on est d'accord. Et en plus, tu dis, c'est des contradictions internes. Voilà. Et du coup, à l'inverse, et c'est bizarre que Mulch le voit pas, c'est ce genre de logique de majoritaire, machin, on a les meilleures idées, c'est les mêmes logiques qui permettent de dire aux gens regardez, il faut pas que Mélenchon se présente parce qu'il y a que 30% des gens qui l'aiment bien. Alors que Roussel, lui, il y a 55% des gens qui l'aiment bien. Oui, d'accord.
Mais qui est-ce qu'au deuxième tour, au final, ou potentiellement au deuxième tour, ça va être Mélenchon parce que sur les 30 des gens qui l'aiment bien, il répond vraiment à une exigence de, classe sociale qui sont relativement cohérentes et qui vont aller voter pour lui, tu vois? C'est pas Oui. exactement la même chose. Regardez juste le nombre de gens qui votaient Macron avant et qui ont commencé à voter NFP dans les dernières élections. Regardez Non, mais aussi ça, de l'autre ça, côté c'est faux. comment LFI a ramené des gens qui étaient dans l'abstention avant. Vraiment, il y a une vision de genre la politique comme un truc figé. Si je fais ce move-là, je vais un peu perdre de ce Ils sont côté-là, pas je vais un peu des ramener de ce démocrates. Mais là, côté-là il est en train de se mécaniquement. C'est détruire comme tout si seul. tout ça était mécanique. Il est en train de se détruire tout seul. On vient justement de montrer, grâce au graphique, que l'espace de l'abstention et l'espace de l'AFI, c'était le même. Donc effectivement, quand vous répondez au prolétariat dans l'espace en bas à gauche avec votre projet, bah, il y a de fortes chances que vous mobilisez des gens dans l'abstention. Ce qu'on va voir, c'est justement que les projets comme Valérie Ayer ou Macron, etc., ça n'a aucun répondre à l'abstention. Et c'est déjà des gens qui votent, c'est déjà des PCS qui votent énormément. Donc effectivement, que de dire que Mélenchon il motive des gens dans l'abstention, bah oui, le graphique explique exactement pourquoi. C'est pas justement par et c'est nécessaire, mais par pure activité des militants qui ont en fait un beau projet, quoi. Voilà. C'est aussi parce que ce projet, il faut qu'il réponde concrètement à des problèmes. Voilà. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit: «Et ça donnait quoi le léninisme factuellement?» Bah, factuellement, ça a donné la plupart des révolutions Allô, m'entends-tu? anti-impérialistes. Ça a donné la résistance en France, ça a donné la sécurité Tu sociale, ça a m'entends? donné le statut de la fonction publique. Ouais, je Ah t'entends. bah non. Ah, il y a un gars qui critique le léninisme? Il y a un gars qui dit: «Ça a donné quoi factuellement?» Bah, ça a donné toutes les révolutions anti-impérialistes quasiment, la sécurité sociale, la résistance, Ça, voilà, ça a juste la transformé le monde, quoi. la lutte contre le nazisme, enfin, je sais Juste, pas. ça a juste permis de passer d'une société féodale, proto-industrielle, proto-bourgeoise en Russie à la deuxième puissance mondiale, dans un ordre, beaucoup plus équilibré, voilà. Mais non, non, ça a rien donné. 17. Je vous invite juste à regarder ce que c'est 17, des reportages là-dessus, et cetera. Il y en a des très, très bons. La mise en œuvre des masses par justement le POSDR et le léninisme, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et il y a un livre aussi qui est bien, qui est, le livre de John Reed, Ouais, 10 jours qui ont choqué le monde. Mmh mh. Où, c'est un journaliste en fait qui raconte chaque jour ce qui s'est passé, pendant la révolution d'octobre et tu vois, justement, bah, ça exprime bien ce que raconte, je crois que Lénine qui dit ça, qui dit que, tu sais, il y a des semaines où il se passe des années, quoi. Il y a des années où il se passe Ouais. rien, tu vois? Et tu vois que la révolution, c'est justement un moment où tu t'autorises à penser à long terme, tu t'autorises à vraiment changer le monde factuellement, quoi, à vraiment, repenser les choses alors que dans la vie courante, en fait, tu n'as pas ces moments-là et c'est pour ça que nous aussi, on se bat contre cette vision du monde des affects. Parce que cette vision du monde des affects, elle est enfermante. Évidemment que les gens, si tu leur demandes à un instant T et que tu fais un sondage: «Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la révolution?» Ils disent non. Et même nous, en fait, des fois, on n'y croit pas, tu vois? Et en fait, c'est justement dans des moments historiques particuliers où tu arrives à relever la tête, où tu arrives à imaginer que le monde pourrait être différemment, où tu arrives à projeter des choses par rapport aussi à tes rapports sociaux, tes rapports de production et tout ça, que là, tu vas pouvoir changer le monde. Et tout ça, ça passe par une projection de ta conscience dans le futur. Et ça passe pas par toi qui t'enfermes dans un programme minimal qui serait là où en est les affects des gens, quoi. C'est pour ça aussi que nous, on lutte à ce niveau-là, même si ça paraît parfois abstrait pour les gens. Il y a vraiment une vision du monde derrière tout ça, une compréhension du monde. Ouais, on est d'accord. Moi, je rappelle juste le NFP, ça a fait exploser le nombre de gens qui sont allés voter pour ce truc, ça a suscité énormément d'espoir. Le fait que la gauche. Non, c'est pas le NFP, je suis désolé. C'est aussi parce que il y avait le fascisme en face et qu'il y a une surmobilisation générale Non, qui mais- n'est pas due au NFP en particulier, Mulch. Et puis il y a un facteur important, qui a une mobilisation qui était normale, même au premier tour assez faible, enfin, par rapport à l'addition des voix qu'il y avait eu et le pourcentage aux européennes des partis de gauche. Et ce qui a fait la différence, qui a fait le nombre de députés NFP à la fin, parce qu'il ne faut pas oublier le scrutin, c'est pas une proportionnelle, hein, c'est que, rappelons que Macron et Ensemble a fait élire des députés du NFP. Ils ont retiré des candidats et ils ont appelé, alors tout le monde ne l'a pas fait, c'est Macron, il y avait la clé justement de faire rentrer soit des gens du NFP, soit des gens du RN. Donc faire croire que la victoire du nombre de députés du NFP, etc., à la fin, c'était par une dynamique populaire extraordinaire, etc., mais ça, c'est dans la tête de Mulch, quoi. C'est grâce à ça, Olivier Faure, il a dit les gens, ils ont vu Olivier Faure et Macron se tenir la main et ils c'est se ça sont dit: «Allons voter ensemble».
quand je disais qu'il est touchant, tu sais, c'est sa candeur. Il a cru vraiment il y avait une dynamique de gauche du NFP, etc. Alors que non, le nombre de députés du NFP à la fin, c'est juste une configuration et une tactique électorale de Macron. Là, une Fort Tristano qui dit pour contredire Mulch, je n'aurais jamais tracté pour mon candidat NFP si ce n'avait pas été pour faire barrage au fascisme. Bah bien sûr, voilà, exactement. Il y a plein de gens qui sont allés voter des candidats NFP PS ou je sais pas quoi qui seraient pas allés, mais parce qu'ils se retrouvaient face au RN. Les mobilisations de deuxième tour entre NFP et Ensemble ont donné beaucoup de... On peut profiter au NFP. Parce qu'il y avait plein de gens des classes populaires qui ne se sont pas déplacés dans ces circos. Donc vraiment, analyser la législative qui sont un scrutin de circonscription uninominale à 2 tours comme mouvement populaire, c'est vraiment absolument catastrophique en termes d'analyse électorale. Et c'est vraiment ni fait ni à faire, quoi. La gauche n'était pas divisée, qu'ils étaient tous ensemble sur des listes communes, qu'ils ne se mettaient pas des bâtons dans les roues. Le fait que le NFP ait un programme commun. Tu vois, Non, mais je suis désolé, mais Pour aller dans son sens, ce serait possible sur une vraie restructuration de la gauche avec une réorganisation autour d'un truc commun. Mais là, tout le monde a vu pendant le NFP que ça n'allait pas durer. Tu vois, Mais bien sûr. tu vois, genre tout le monde savait que 2 jours après, Roussel allait dire que Mélenchon était nazi, que Mélenchon allait dire que Roussel était Doriot ou je sais pas quoi. Tu vois, on le savait à l'avance. C'était pas une vraie restructuration d'un pôle Non. unifié. Et puis en plus, je te dis, les unions de la carpe et du lapin, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, hein. Le meilleur exemple, à chaque fois je le cite parce qu'il est intéressant, la gauche en 74 fait au premier tour des présidentielles 44%. 44%. Vous vous rendez compte de faire 44%? Et ben elle a perdu. Elle a perdu parce que ce n'est pas dynamique. Voilà. Attendez, oh, j'ai été QRT par Mulch qui dit je suis en désaccord avec un tas de choses dans ce live, notamment le gros manque de matérialisme de votre graphique. Et ce que vous en concluez. Si vous voulez, on en discute, c'est quand vous voulez, les gars. Putain, Je rappelle que Master Troll. Hein. le seul truc matériel que nous a apporté Mulch, c'est ses potes bourrés. J'ai un pote et j'ai la meuf qui me loue. C'est les seuls trucs concrets qu'il a validés, quoi. En fait, c'est juste factuellement faux ce qu'il est en train de dire. Là, c'est vraiment juste la base. Hein. Un des facteurs de défaite de la gauche ne sont pas obligés de se séparer dans les présidentielles parce qu'ils ont un intérêt partisan à le faire, d'accord? Ils peuvent aussi être au-dessus de ça et dire « Waouh, attendez, il y a peut-être un sujet plus important, ce qui est éviter le fascisme en France, par exemple. » Puisque si l'extrême droite accède au second tour au lieu de la gauche, il y a un risque de victoire de l'extrême droite face à un néolibéral autoritaire. Ou sinon, accessoirement, le risque de encore 5 ans de statu quo néolibéral désastreux que tout le monde déteste et qui fait monter le fascisme, d'accord? Dans sa texte, c'est quoi? C'est Biden, c'est le meilleur barrage à Trump, en fait. C'est un peu ça, la texte, non? C'est de dire il faut faire une alliance de merde et puis on va gagner contre la... En plus, il est en train de dire il y a un risque que l'extrême droite se retrouve face au néolibéralisme, genre Macron. Il y a un risque qu'il passe s'il passe devant la gauche. Bah non, justement, Mulch. Le barrage au RN, au deuxième tour d'une présidentielle, dans une config qu'on a connue 2 fois, Macron versus RN, c'est la gauche qui le tient. Donc si la gauche, elle arrive à faire voter pour Macron, il n'y a aucun risque. RN, voilà. La clé, c'est justement de savoir si c'est la gauche face au RN, ce qui va se passer. Si à un moment donné, le barrage ne fonctionne plus, ça veut dire que des gens qui ont voté à gauche préfèrent voter à l'extrême droite plutôt que Macron au second tour. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Tu vois? Et ben nous, on va vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, dans le graphique, le RN est beaucoup plus proche des intérêts matériels des gens qui votent Mélenchon que des gens qui votent Macron. Voilà. Donc, la problématique du barrage qu'on a eu 2 fois, c'est Mélenchon qui la tient. Et c'est justement parce que Mélenchon tient ses troupes. Et ces gens-là ne vont pas vers le RN. Et parce qu'il est sur un pacte antiraciste, etc. Le jour où vraiment on sera sorti de ça, et ben des gens qui auront voté la gauche, Union de la gauche au premier tour, voteront peut-être RN au second tour et ce sera catastrophique. Et d'ailleurs, on l'avait vu quand il y a le NFP qui se fait, le point... Attendez, je peux peut-être vous le mettre. On va se mettre ici, tac, sur le graphique. Là, vous voyez, quand vous avez le nouveau Front Populaire, alors que Mélenchon était ici, le nouveau Front Populaire se décale en haut et au milieu, et donc se décale vers la droite. Toute la problématique de ça, c'est que le nouveau Front Populaire peut apparaître comme un repoussoir pour les gens qui sont dans l'abstention et qui pouvaient voter pour Mélenchon, parce que Mélenchon paraissait oppositionnel à la bourgeoisie qui se trouve ici, aux gens qui les ont emmerdés et ont mis en crise la société pour les gens qui sont en bas à gauche. Et donc le problème d'avoir un nouveau Front Populaire qui est ici, c'est que le Rassemblement national peut venir phagocyter l'abstention
sans avoir Mélenchon qui vient aussi lui apporter une contradiction dans le même espace. C'est-à-dire que tous ces gens, et qui forment la majorité de la population, qui se posent une question de comment résoudre la crise, sans Mélenchon, elles sont à poil. Sans Mélenchon, elles sont là à se dire, ben, c'est soit les gens en haut à droite, soit le Rassemblement National. Et ben, on n'a jamais testé le Rassemblement National, et peut-être que ce pacte raciste, en fait, ça va résoudre le problème. Donc, c'est pour ça que Chris disait que Mélenchon, c'est le gars antifasciste, en fait, qui est ici. C'est vraiment l'appositionnement de l'antifascisme en France, c'est d'être positionné à côté de l'abstention et du Rassemblement National, et donner un autre débouché à cette problématique de la pénurie dans les classes populaires. C'est-à-dire, la pénurie, on est d'accord, les gars, ça existe. Cette pénurie-là, on va la gérer en reprenant à Bernard Arnault, en reprenant à d'autres gens, en faisant un impôt plus juste, enfin voilà. Et pas en virant les Noirs et les Arabes, quoi. Le truc, c'est que quand le nouveau Front Populaire se retrouve là, il est le cul entre deux chaises. Et le risque, c'est qu'ils viennent tomber encore plus là. C'est-à-dire qu'il y a un abandon des gens qui votent Mélenchon qui sont là parce qu'ils se disent oh non, mais attendez, on va pas revoter pour Hollande une 10e fois. Les gens qui sont de gauche, là, soit passent dans l'abstention, soit pire, passent dans le Rassemblement National. Le nouveau Front Populaire se décale un petit peu vers là, quoi, vers la droite et en haut. Et vous avez un clivage de classe où les classes populaires vont voter Rassemblement National, et là vous tombez dans une hypothèse fasciste, vous néo-fasciste. Et toute la problématique est là. C'est pour ça qu'avoir un Mélenchon qui est fort et qui est sur les bases de l'abstention et du Rassemblement National est extrêmement important comme lutte antifasciste. C'est pas le nouveau Front Populaire qui fait la lutte antifasciste, c'est Mélenchon. C'est vraiment le barrage à Le Pen. Parce que si demain Mélenchon disait On va les on crever, ne camarades. votera pas avec C'est ce trop peuple. Merci beaucoup, eux. On a Il y en a un assez. raid de eux. Rendez-vous le demain camarade à Moreau. Paris. Et Merci, eux. putain, On va rendre des gens accros au graphique. On va les comment ça s'appelle Les évangéliser. les baptiser. On va vous Et voilà. baptiser du graphique. Putain, il y a des raiders de eux qui disent que le saint graphique soit béni. C'est-à-dire que même chez eux, la religion du saint graphique est en train de s'épandre sur la société. Mais bien sûr, mais je te dis, on est des jeunes chrétiens romains, voilà, au 1er siècle. Et vraiment, on a cette dynamique-là, c'est parfait, quoi. Ouais, du coup, là, on est en train de parler du graphique. Si vous connaissez pas, il y a une playlist sur la chaîne YouTube. En gros, le graphique, c'est quoi? C'est un graphique où plus vous êtes à gauche, plus vous êtes travailleur, plus vous êtes à droite, plus vous êtes du côté du capital. Plus vous êtes en haut, plus vous êtes dirigeant dans la société. Plus vous êtes en bas, plus vous êtes un exécutant, quoi. Plus vous êtes dirigé. Et donc, on essaie d'analyser qui pense quoi selon où il est placé sur le graphique. Par exemple, si vous êtes en bas à droite, vous avez du capital, donc vous êtes, je sais pas, un artisan, un retraité des professions intermédiaires, mais vous n'êtes pas du tout dirigeant, bah vous êtes réac en fait, vous êtes un gros réac parce que vous avez de l'argent, mais en plus de ça, vous vous dites ah c'était mieux avant quand je pouvais quand même un peu plus diriger ou des choses comme ça. Et puis, bah, si vous êtes super bien, la chef d'entreprise 10 salariés et plus, vous n'êtes pas particulièrement réac, mais vous êtes un turbo libertarien pour le super capitalisme mondialisé, je sais pas quoi, crypto bro. Et voilà, en gros, voilà, on essaie de comprendre comment se placent les dynamiques politiques par rapport aux rapports sociaux des gens, aux rapports de production des gens. Je réponds à une question importante du chat qui demandait quel club de foot je supporte. Je supporte le FC Nantes. Mais un jour, on pourra peut-être placer les clubs de foot dans le graphique. Voilà. Ceux qui sont plus populaires ou ceux qui sont plus bourgeois. Qu'est-ce que t'en penses, Padu? Ça peut être... On peut tout faire. Carrément. Donc du coup, là, on réagit à Badmulch, qui est un streamer qui a réagi à notre graphique, quoi. Donc c'est un truc un peu précis, quoi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de follow. Allez, on est parti. Donc aussi, tu peux blâmer ces partis-là, c'est pas un truc inévitable, ils ont le choix en fait, ils peuvent choisir. Par exemple, le PCF en 2012 et en 2017 ont choisi de ne pas diviser les voix, ils ont dit on se range avec la candidature en tête à gauche, celle de la France Insoumise, pour pas diviser. Donc non, c'est pas... Déjà, ils sont pas rangés avec, ils ont créé une alliance et ils ont conçu un programme commun qui s'appelait le Front de gauche. En plus, moi, j'y étais très près. Donc en plus, ils parlent de France Insoumise, alors que c'était... le parti de gauche, mais bon, bref, c'était un accord programmatique, c'était une alliance programmatique, c'était pas ils se sont rangés comme Jadot avec Hamon en 2017, 2 mois avant le scrutin, quoi. Un truc à un moment, quand les présidentielles arrivent, mécaniquement, ils ont des intérêts divergents, donc ils vont faire ça, ils ont le choix. En plus, c'est ultra déresponsabilisant pour les... Ah, ils ont le choix, ça dépend aussi de la structure de leur parti. Je veux dire, si le PCF a fait ce choix à un moment donné, c'était pour des raisons que je connais pas par cœur, hein. Pour des raisons probablement qui ont rapport avec leur comité central, la composition de leur comité central, de leurs bureaux nationaux, de qui est dans le parti, de la population aussi aujourd'hui qui a peur... Enfin, si les gens dans le PCF ont peur de Mélenchon,
C'est aussi parce que le PCF est un parti très vieillissant et que les vieux ont peur de Mélenchon. Enfin voilà, il y a plein de choses qui expliquent ça, quoi. Oui, effectivement, et le PCF, à un moment donné, comme c'était le cas dans les années 70, s'est dit qu'il allait pouvoir faire avancer son projet dans une alliance, voilà, comme c'était le cas du programme commun à une autre échelle, où ils étaient beaucoup plus forts, et le PS aussi, au début des années 70. Donc c'est pas, ils ont le choix, il y a des réflexions derrière, et toujours pareil, il y a aussi des intérêts de classe derrière. Il y a des intérêts matériels derrière. Il y a Zouyette qui dit les vieux du PCF qui sont propriétaires peut-être. Voilà, peut-être que ça joue. Ils sont propriétaires des fédérations déjà. Les responsables dans ces partis-là, on peut plus leur dire vous avez trahi, vous avez fait un choix. Le graphique oui. nous le dit. Il y a Ça, c'est ça. Nous, ils nous reprochent d'être trop déterministes, alors qu'ils confondent avec essentialistes. Bon, bref. Parce que le graphique prévoit qu'Olivier Faure a trahi, on peut pas lui reprocher du coup. C'est la photo graphique. Ah ouais, d'accord, d'accord. Non mais en plus, Mulch, il faut quand même séparer. Il y a des dynamiques. En fait, plus tu rentres dans des dynamiques globales, moins tu es dans des histoires de choix. En fait, plus tu es dans des histoires de tendance globale, tu vois. C'est pas si le PS en fait va trahir, c'est pas juste parce qu'Olivier Faure il veut trahir, tu vois. Parce qu'en plus, Olivier Faure dans le PS, c'est peut-être celui qui veut le moins trahir au final, tu vois, ou de cette aile qui veut le moins trahir, mais parce qu'il est un peu forcé à l'intérieur de son parti. de fortes chances que on ait un pôle Mélenchon à la prochaine présidentielle et un pôle vers PS à minima. Et du coup, si je suis son raisonnement de déduire ça du graphique, bah en fait, le graphique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y aura un pôle Marion Maréchal Le Pen, Toussaint, Glucksmann, etc. Oh là là, il est d'une mauvaise foi de Ah ouais, merde. là c'est cata quoi. Voilà, là j'espère qu'il fait exprès en vrai. J'espère pour lui qu'il fait exprès, parce que s'il le fait pas exprès, Et un autre pôle, Bardella, Mélenchon, abstention. C'est vraiment un problème de raisonnement. En fait. Abstention, c'est genre il y a un pôle où il y a l'abstention dedans, tu sais. Voilà, l'abstention va voter l'abstention présidente de la République, on a dit. Hein. J'ai l'impression qu'il a juste oublié de faire un raisonnement logique dans sa phrase. Et ensuite, En fait, il pense, ouais. Enfin bref, Je on a déjà disais- dit, mais je je pense disais, que il chaque pense- espace est. chaque Pour espace lui, est lui, cohérent. il est déterministe. Il pense qu'à l'intérieur d'un Bien espace, les gens sont forcés de faire le même choix. Bien sûr. Là, c'est une lecture déterministe. Il se dit, les classes mais- sociales, c'est vraiment le truc class first débile, c'est en mode. Enfin, c'est même pas class first, c'est class only, tu sais. Mais C'est les dans- classes sociales disent tout de ce que tu veux faire. Mais là, il fait des montages, tu sais, il a fait un director's cut dans son avantage. Mais dans son stream, les gens lui expliquent justement ses biais, qu'il comprend pas le graphique, etc. Et lui expliquent, ben non, les gens, ils votent pour le racisme. Tu vois. Ils sont prolétaires, mais ils votent pour le pacte raciste, tu vois. Et Mulch, il passe son temps à dire, mais non, mais c'est qu'en fait, ils se trompent, tu sais. Ils se trompent quand ils votent raciste, ils se font avoir par les médias qui sont à la botte du RN. Tu sais, toujours les trucs idéalistes, tu vois. Il ne comprend pas que matériellement, concrètement, tu vois, les gens peuvent considérer le racisme comme une nécessité de résoudre leurs problèmes, tu vois. Et ça, il ne veut pas l'entendre. C'est pour ça qu'à la fin, il fait ce truc abstrait de dire il y a 99% des gens qui ont intérêt à mon programme que moi, Mulch, j'ai créé sur un petit calepin avec des coopératives. Tu vois ce que je veux dire? Et il se dit ça, quoi, tu vois. ensuite peut-être rejoint par les communistes. Les communistes sont quand même extrêmement restreints, ils sont dans ce petit espace-là. Du coup, je déduis de son graphique que ce serait complètement impossible d'avoir une candidature commune ELV, LFI à la prochaine présidentielle. Bah regardez, les pôles, ils sont pas pareils, donc c'est impossible. Sauf qu'en fait, dans les ça va faits, être si... compliqué, ouais. Tu vas voir que ça va être compliqué. Bah, en plus, c'est possible, mais c'est possible aussi que ce soit une erreur, tu vois. Parce que du coup, les gens qui veulent voter ELV, ils voudront pas voter pour le méchant Jean-Luc, poutinien, je sais pas quoi. Je vais même aller plus loin. Je vais donner une clé de compréhension à Mulch. Ce sera possible vu la branlée que Toussaint s'est pris. Je veux dire, effectivement, plus Oui. vous êtes ridicule et minable, plus vous pouvez naviguer dans des espaces un peu délirants. Tu vois. Si Toussaint Vous savez avait- pareil d'ailleurs. Exactement. Si Toussaint avait fait 17% en 2024, 12 chez Aubry ou même 8 ou 9, tu vois, aucun des deux ne se serait allié. Voilà. Parce que justement, ça voudrait dire qu'ils ont maximisé les deux dans deux espaces et donc ils ne peuvent pas se rejoindre. Voilà. Ce qui est marrant aussi avec le graphique, c'est que je sais pas à quel point ils analysent l'électorat. Je pense qu'ils analysent bien l'électorat, hein, les partis, mais en fait, le graphique dit leur comportement et eux en sont conscients sans être conscients du graphique, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est marrant.
Alors peut-être que maintenant ils vont être conscients parce qu'ils vont venir, shipper des informations sur le graphique, sur les vidéos, tu vois? Mais le graphique dit ce qu'ils sont en train de faire, parfois juste par, tu sais, sans stratégie, un peu intuition et tout, Ah, en mais mode: «On peut justement, pas faire ça sinon, ouais, sinon c'est impossible de militer parce que tout le monde gueule dans la fédé, parce que machin, nos voilà. électeurs et tout», tu vois? Bah, c'est parce que c'est matérialiste, du coup. Ça recoupe leurs activités, leurs intérêts, indépendamment de savoir si c'est transparent chez eux, quoi. On voit que, en haut à droite, en fait, c'est des gens qui sont un peu plus installés, qui ont un peu plus, de capital, un peu plus de rapport de direction et c'est pour ça, en fait, qu'ils font des critiques basées sur des valeurs tout le temps, en fait, à Mélenchon. C'est vraiment tu vois, les gens. Et quand il dit on voit que c'est des gens qui ont plus de capital, ceux qui sont dans ce pôle-là, on parle des électeurs ou on parle des partis et des candidats? Oh! Voilà. Non, mais Là, mec, je m'en fous du capital carrousel chez non lui, mais non mais on a pas on i a c'est une il y a blague, en fait, hein. tu vois, je veux dire, là, il y a 30 minutes de trucs où on explique que là, on place les électeurs dans les barycentres et c'est là où C'est je l'électeur moyen. Là, le rond, c'est l'électeur moyen de chaque personne, quoi, de c'est ça. Toussaint, de Et Glucksmann, là, c'est le juste ça, gars, hein. il nous sort, c'est les électeurs, où on lui a expliqué, tu vois? Donc c'est pour ça les gens qui défendent Mulch, bah, soit c'est un énorme troll, il fait exprès, donc c'est un clown, mais je dis ça au sens positif du terme, il fait exprès quoi, c'est un clown quoi. Soit là vraiment il bug au milieu de sa vidéo React et il sait même plus ce qu'il regarde et ce qu'il observe. C'est dommage quoi. Bardella, par exemple, Bardella fait partie d'un parti ultra capitaliste au service. Mais Et c'est on pas s'en ce fout, qu'on dit. on Oui, s'en oui, oui, fout c'est pas le problème. complètement. Par contre, des prolos, en masse votent pour Bardella et Non mais en des plus, retraités employés, des retraités ouvriers, Mulch. C'est pour ça qu'il est en bas à gauche. le gars donne des billes, tu sais, à la droite qui dit «Eh Mélenchon, patrimoine, 2 millions», tu sais? Enfin, je veux dire, ça va rien dire ce qu'il raconte, quoi, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on peut peut-être se terminer en se disant où est-ce qu'on Finir. place Mulch sur le graphique? Je pense qu'on a besoin, avant de se quitter, de placer Mulch, sur le graphique. C'est Alors, il parle beaucoup d'ingénieurs, il a des potes ingénieurs. Ce gars-là, pour moi, ce gars-là est ingénieur, il est là, tu vois? Mets-le dans cadre. Clique sur cadre, zoom Mets-le sur dans le cadre, cadre, je le mets dans le cadre, ouais. zoom Hop. sur cadre. Ouais, ouais, il est là, il est là. Il est là, en fait, c'est un mec qui regarde la société de haut et qui Voilà, voudrait la replacer un peu. C'est ça un cadre, c'est un gars qui se dit: «On va agencer le truc un peu comme moi je le pense et je le pense bien» et qui se c'est pose ça, pas la question de si c'est possible ou pas, de voilà, il place lui. voilà. Il place et puis, en fait, comme tous les cadres et les techniciens, enfin les cadres supérieurs d'entreprise, ils résolvent des problèmes de manière abstraite sans interroger le rapport réel. C'est-à-dire on a déjà expliqué ça. C'est des gens qui vont positionner des machines dans des ateliers ou mettre en place des chantiers 5S ou SMED ou Six Sigma pour ceux qui connaissent, qui vont faire du Lean, etc. Sans avoir traversé l'atelier souvent, sans partager le quotidien des gens qui travaillent dans l'atelier, des ouvriers qui travaillent dans l'atelier, mais parce que de l'extérieur, par la pure pensée abstraite, en mettant 3 si dans les phrases, ils vont réussir à trouver la bonne solution. Eh ben, il a le biais, la pensée politique de son rapport productif. Voilà. Et donc, il a une pensée politique d'ingénierie. C'est un ingénieur de la politique. Il comprend pas ce que c'est les rapports sociaux concrets, l'hétérogénéité, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Lui, il fait des si. Ah oui, si on oublie ça, si on oublie ça, si on oublie que les mecs ils sont fatigués quand ils embauchent à 5 heures, si hop, on va trouver la solution quoi. Malheureusement, c'est beaucoup ça, hein, les professions de l'encadrement, hein. Moi, je Exact. vois à l'hôpital, des fois, tu sais, tu as des types, ils te mettent des. Tu sais, ils te disent oui, bah, alors déjà, il y a des trucs où il faut avoir moins de coûts. Donc, ils te disent, ouais, on n'a qu'une trousse d'urgence pour tout le bâtiment, hein, c'est plus simple. Et puis, tu sais, le mec le met à un bout du bâtiment. Je sais pas pourquoi ils le mettent au milieu, alors que des fois, tu sais, ça peut jouer à 30 secondes près ou une minute près. Donc, donc tu lui dis. Et le gars, tu sais, n'a jamais réfléchi à ça, n'a jamais touché une trousse et toute sa vie. Mais lui-même, il se dit, ah ouais, c'est mieux de le mettre là. C'est parce qu'il l'a conceptualisé dans sa tête, quoi. Et il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi je dis souvent, là, en fait, les cadres, c'est des gens qui décident sans jamais exécuter, et c'est les exécutants, enfin, les employés ouvriers, ils exécutent sans jamais décider. C'est un vrai problème politique, ça. C'est un vrai problème politique. Ouais, ouais, parce que ça crée aussi parfois des gens, tu sais, qui ont peur de la décision aussi. On leur a toujours dit de fermer leur gueule, tu sais, au bout d'un moment, Ah, mais moi, c'est des gens, tu sais, qui sont tellement pas habitués à décider que quand tu leur demandes un truc et que tu leur fais confiance, ils prennent ça pour quelque chose de bizarre, quoi. et moi, en plus, je te dis, quand j'ai commencé le monde du travail, tu vois, genre vraiment au plus bas niveau, quoi. Tu sais, quand tu exprimes une idée, moi j'ai souvent entendu à l'usine, tu vois, t'es pas payé pour réfléchir, quoi. Tu vois, ta gueule, tu sais, Ouais, genre, t'es pas horrible. payé pour réfléchir. C'était vraiment le truc, et ça disait deux choses.
Ça voulait dire enchaîne, quoi. La ligne, elle va vite. Et aussi, ça induisait derrière, il y a des gens mieux payés que toi pour réfléchir, tu vois. L'enfer du truc, quel enfer! Et surtout quand, comme tu dis, hein, il y a des gens, c'est pas qu'ils sont, ils réfléchissent mieux que toi, c'est juste qu'ils ont un diplôme, ils sont tout aussi teubés que toi ou tout aussi intelligents que toi, tu vois? Mais, C'est ça, quel et enfer. même ce qui est pire, c'est, tu sais, tu as aussi des gens qui deviennent agents de maîtrise, techniciens ou cadres, etc., qui viennent de la ligne, tu vois, qui ont une évolution personnelle, tu vois. Et ben même ça les transforme, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être sorti de l'atelier, en fait, ils veulent plus y retourner. Et du coup, ils mettent en place des systèmes où justement, ils ont des systèmes de pensée beaucoup plus abstraits, sans s'intéresser vraiment à leurs anciens collègues, tu vois. Et donc, on a des processus de gens qui, justement, comme je te disais, essayent de régler des problèmes de l'extérieur sans s'intéresser à la réalité concrète. Et c'est ce qu'a fait Mus tout à l'heure quand il dit faisons abstraction de ci, on met 3 ci. Quand il a dit tout à l'heure, imagine le NPA, il aurait le même programme de rupture avec le capitalisme, mais il y aurait que des bourgeois qui votent pour lui. Tu vois. Du coup, ça marche pas, votre graphique. Bah oui, mais en fait, comme le graphique il est branché sur le concret et sur le réel, ça n'existera pas, ça. Tu vois. Ça ne se peut pas d'avoir un programme anticapitaliste qui n'attire que des gens qui sont propriétaires dans le CAC 40. Tu vois. Donc ça ne sert à rien, ce genre de discussion. Mais tu vois, moi j'ai le même exemple à l'hôpital avec les cadres de santé. Donc les cadres de santé, c'est des, pour ceux qui connaissent pas, souvent c'est des anciens infirmiers ou infirmières, on va dire infirmières parce que c'est surtout des femmes qui passent un concours en interne. Alors je sais pas si c'est un concours externe, mais je pense que c'est surtout un concours en interne et qui vont du coup devenir un peu chefs dans des unités, cadres, qui vont faire beaucoup les plannings, gérer les équipes, des choses comme ça. Et donc qui passent d'un rapport où, si on prend les employés, c'est dans les professions intermédiaires. Si on prend des infirmières qui sont vers là, et ben, elles vont passer ici, là, en haut à droite. Mm. Et il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est, que, des fois, c'est des meufs qui ont fait, 30 ans infirmières. Et là, il manque une infirmière, tu es dans une situation d'urgence et alors j'ai déjà vu une fois une cadre de santé nous aider, tu vois, dans la situation d'urgence, je sais pas, faire une prise de sang, faire un truc, tu vois? Et souvent d'ailleurs, c'est hyper bien vu par l'équipe parce que l'équipe se dit: «Bon, ben, voilà, c'est quelqu'un qui a passé un concours mais, qui reste, quelqu'un qui peut travailler, machin et tout». Mais t'en as plein, t'as l'impression que ce serait vraiment très, très grave qu'un jour, elles remettent des gants pour faire une prise de Ouais. sang parce que c'est plus leur boulot, quoi. C'est plus leur problème. Elles sont là pour faire les emplois du temps et si elles doivent rappeler quelqu'un sur son jour de repos, qui a déjà bossé la veille pour faire un truc qu'elle, elle pourrait faire ou elle bosserait 2 heures, tu vois? Payée au même prix, on pourrait dire, tu vois? Elle garde son surplus de thunes, parce qu'elle a passé le concours et tout. Mais payée au même prix, mettre une blouse et venir faire 5 prises de sang, ce n'est pas possible, tu vois? Parce que c'est s'abaisser, tu vois? C'est se rabaisser à retourner, là d'où tu t'es extirpé, tu vois? C'est intéressant justement l'hétérogénéité du salariat sur les statuts et c'est ce qu'on essaye de voir dans le graphique. Ça a du sens pour les gens. C'est quelqu'un qui dit: Heu, «Il y a une formation en plus du concours interne». Oui, évidemment, hein, c'est un truc, il y a une formation particulière, je dis pas le contraire. Mais, vraiment, c'est plutôt l'exception que je vois quelqu'un et j'ai déjà vu, hein, je me souviens très bien de qui c'était, une cadre de santé où il y avait un souci, elle avait géré la situation parce que ça a été aussi une infirmière et qu'elle sait le faire, quoi. Mais c'est vrai que cette hiérarchie crée du coup des ambiances de merde parfois et de la domination parce que, la personne, elle va rappeler, quelqu'un qui est sur son jour de repos pour, 1 heure de travail où, quelqu'un d'autre n'est pas encore arrivé ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'était des trucs aberrants, quoi. Quand tu vois ça, quand, je sais pas, dans le chat, les gens, vous devez avoir tous un taf, je sais pas. Mais, vous le savez quoi, les gens qui sont cadres, ils se comportent différemment des gens qui sont non cadres, voilà. Les gens qui sont techniciens ou, agents de maîtrise ou chefs d'équipe, ils se comportent différemment et tu sais, tu as cette phrase: «Je suis passé cadre», quoi. Tu sais, les gens quand tu dis: «Beh, je suis passé cadre», c'est une promotion sociale importante, tu vois? Et donc, bah, c'est un statut que tu dois performer, maîtriser, sauvegarder et cetera et ça, ça fait partie de la lutte interne au salariat et si tu prends pas en compte que cette hétérogénéité-là, et effectivement, comment la dépasser, et que tu fais que des trucs idéalistes, en se disant ah non, on n'a qu'à juste pas dire le mot cadre. Tu sais, c'est un peu Mulch, il fait du ruffinisme, mais de classe sociale, tu vois. Il dit non, on dit pas petit bourgeois, on dit pas artisan, on dit que c'est que des non-bourgeois, tu vois. Et comme ça, tu sais, on nie la division du travail, comme on nie le racisme chez Ruffin, et hop, tout le monde sera blanc, tout le monde sera colorblind, et bah là, il fait pareil, Mulch, il dit bah non, on n'a qu'à dire non-bourgeois pour tout le monde, pour les 99%, et comme ça, du coup, par magie discursive, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous les mêmes intérêts. Bah non, ça marche pas du tout comme ça, tu vois. Yes, yes, yes. Bon, est-ce qu'on s'arrête là sur cette masterclass? Et bah ouais. Allez.
pense qu'on est pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu, PADU, sur lequel sera peut-être sortie une vidéo, ou sur lequel va sortir une vidéo très prochainement si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dr Zoé, Dr-Zoé-YT, parce qu'on est dans la team et puis dans la même association qui s'appelle Ouais. La Brèche, comme on vous a déjà dit. Association dans laquelle il y a aussi Position Revue, dont fait partie Chris, contributeur et fondateur de Position Revue. Donc allez voir ça sur Twitter et puis sur surtout le site internet Position au pluriel Revue. N'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee, je sais pas si je l'ai dit, à vous abonner à nos Insta, nos Twitter, nos Blue Sky. Et sur ce, on vous dit à plus.